Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Agnès Buzyn, bonsoir Anne Hidalgo, bonsoir Rachida Dati, bonsoir Apolline. Bonsoir à tous et bonsoir Ruth. Merci de participer à ce débat crucial pour le deuxième tour de l'élection municipale de la capitale. Un débat qui a dû être décalé de 24 heures à cause du mouvement de grève des salariés de notre groupe. BFM TV, BFM Paris, BFM Business, RMC, RMC Sport. Une grève qui voulait exprimer le refus du plan social qui devait concerner un effectif important. Anne Hidalgo, hier, a décidé de ne pas y participer, de ne pas participer à ce débat. Aujourd'hui, il y a eu des négociations toute la journée. La direction a transformé ce plan de sauvegarde de l'emploi en un plan de départ volontaire. Et ce soir, l'Assemblée générale a voté la reprise de la grève. Nous avons cependant, toutes et tous, décidé de maintenir ce débat, qui est un moment important de la vie démocratique de notre pays. Bonsoir à chacune d'entre vous. Petit rappel du premier tour. Anne Hidalgo, vous étiez arrivée en tête avec 29,3% des voix. Vous avez depuis conclu un accord avec David Béliard des écologistes qui avait fait 10,8% des voix. Rachida Dati, vous êtes arrivée deuxième avec 22,7% des voix et vous avez été réélue maire de votre arrondissement, le 7e. Agnès Buzyn, vous êtes arrivée en troisième position avec 17,3% des voix. Vous avez souhaité, avant que ne commence ce débat, vous exprimer sur la situation, Anne Hidalgo. Oui, merci. D'abord, c'est vrai que nous débattons dans un cadre très particulier puisque la chaîne, l'entreprise qui nous accueille ce soir, qui accueille ce grand moment démocratique, est en grève. J'ai voulu exprimer hier ma solidarité vis-à-vis des salariés en considérant que les conditions pour un débat serein n'étaient pas réunies. Je veux réitérer ici le fait que je soutiens, je suis solidaire des salariés. Je veux dire que j'ai deux préoccupations. La première, c'est d'abord ce mouvement de grève qui concerne un plan social dans une entreprise qui relève des médias, de la presse. La presse et les médias subissent aujourd'hui, c'est vrai, un changement très important de modèle économique, mais la presse et les médias sont absolument indispensables au fonctionnement de la démocratie. Et je pense que si nous voulons garantir une indépendance des médias, si nous voulons garantir une qualité de l'information, il faut des conditions de travail, des conditions de rémunération, des conditions d'emploi qui soient dignes et qui permettent la qualité de ce travail. Ma deuxième préoccupation, c'est que nous allons connaître dans les semaines qui viennent, déjà aujourd'hui, des plans sociaux à répétition à Paris. L'augmentation du chômage en France est de 22%. Les chiffres viennent de tomber. Et j'ai une préoccupation qui est de ne laisser aucun Parisien, aucune Parisienne sur le bord du chemin. Mais je participe avec évidemment Agnès Buzyn et Rachida Dati, avec vous mesdames, à ce débat qui est aussi un grand moment démocratique pour notre ville, la capitale de la France. Rachida Dati, vous vouliez également vous exprimer? Je partage les propos d'Anne Hidalgo sur notre soutien à l'égard de ces salariés qui sont en grève. J'ai été contactée par des représentants des salariés hier, notamment des femmes, qui sont venues me voir, auxquelles j'ai proposé de les rencontrer, auxquelles j'ai proposé aussi mon soutien jusqu'à la direction de votre entreprise. Parce que j'ai considéré que ça n'était pas opportun de présenter un plan social dans cette période de crise sanitaire qui n'est pas terminée, dans un déconfinement qui n'est pas total, dans une crise économique qui n'a pas dit son dernier mot. Et j'ai considéré qu'effectivement, notre soutien, nous sommes des responsables politiques. Justement, c'est à ce moment-là que nous devons avoir des engagements, nous devons avoir des actions, et des actions concrètes. C'est vrai que ces femmes, il y avait un jeune homme aussi avec eux, ne m'ont pas demandé le report du débat. J'ai expliqué aussi l'intérêt de ce débat démocratique. On a vécu une élection inédite, une campagne inédite. Il est important pour que les Parisiens puissent faire un choix éclairé dimanche d'avoir ce débat. Et donc, ils ont compris, évidemment, aussi cet enjeu. Parce que ces salariés, ce sont aussi des citoyens responsables. Mais je tiens à dire, c'est vrai que les médias, c'est vrai que l'information, c'est indispensable dans une démocratie. Et quand on voit l'état de droit de notre pays, c'est important de pouvoir garantir cette liberté de la presse et cette liberté d'expression. Mais vous êtes des journalistes connus. On vous voit, vous êtes des têtes d'affiche. Pardonnez-moi, ça n'est pas familier. Mais
quand on vient à vos invitations, il y a toute une équipe derrière. Les maquilleuses, les pigistes, les techniciens. Nous le savons très bien et Voilà, nous leur en sommes très reconnaissants. Non, c'est pour ça que je le dis. Pendant cette période de confinement, la chaîne a tourné. La chaîne a aussi battu des records d'audience. Donc moi, je ne veux pas oublier ces femmes, ces hommes, ces pigistes, ces hommes et ces femmes avec des statuts précaires auxquels on dit « vous devez partir, c'est terminé ». Donc moi, je serai à leur côté, je leur ai dit. Je leur ai même proposé de céder une partie de mon temps de parole pour qu'ils puissent exprimer leurs revendications que vous venez d'indiquer ce soir. Mais bien au-delà de ce débat, je serai à leur côté dans leur combat, bien après ce débat et cette élection. Agnès Buzyn. Beaucoup de choses viennent d'être dites, évidemment. Je tiens à apporter mon soutien aux salariés qui combattent aujourd'hui pour avoir la possibilité de poursuivre leur travail dans cette entreprise. Je sais que des négociations ont lieu. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait que ce débat puisse se tenir ce soir, alors que la grève a été reconduite. Et cela prouve qu'ils tiennent aussi au débat démocratique. Donc merci à tous. Et puis je tiens à dire que ça n'est malheureusement que l'un des premiers symptômes de la crise économique que nous allons avoir à affronter. Paris va être en première ligne de cette crise économique. Nous aurons l'occasion d'en parler et d'y revenir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la relance économique de Paris est la priorité de mon combat. Et ce sera d'ailleurs notre premier chapitre, puisque nous évoquerons ce soir le défi de la crise du coronavirus à Paris. Quel transport pour la ville vers une ville plus sûre et plus propre, et puis comment faire revivre la capitale. Fanny Weckscheider pour BFM Paris interviendra. Elle aura des questions de Parisiens. Et David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France, viendra analyser et demander des clarifications aux candidates avant la conclusion. David, justement, quels sont les enjeux de cette dernière ligne droite? Bonsoir Ruth. Les enjeux, commençons avec Madame Hidalgo, la maire sortante, arrivée première le 15 mars et largement en tête au second tour selon les sondages. Attention pour Anne Hidalgo au syndrome de l'élection gagnée d'avance. Si son électorat se disait au fond c'est joué, pas la peine de se déplacer, il fait beau, partons même en week-end. Alors la mauvaise surprise pour Anne Hidalgo n'est pas à totalement exclure. L'enjeu pour elle ce soir et jusqu'à demain minuit tient donc en un mot, mobiliser. Au sujet de mesdames Dati et Buzyn. Parlons d'une notion qui est importante en démocratie, c'est celle de l'alternance. Les Parisiens qui considèrent, après 19 ans de pouvoir socialiste dans la capitale, que l'alternance serait bienvenue. Ces Parisiens et ces Parisiennes-là seront-ils majoritaires dimanche? C'est le cas dans le dernier sondage ELAB. 53% des personnes interrogées disent ne pas vouloir voter pour la maire sortante. Mais là, double problème. D'abord, ce camp de l'alternance, il est divisé. Vous n'avez pas conclu d'accord global à Paris, mesdames Dati et Buzyn. Et puis il y a le mode de scrutin par secteur à Paris. Et c'est vrai que pour Anne Hidalgo, il garantit une très solide implantation en fonction des arrondissements qui envoient le plus d'élus au Conseil de Paris. Reste que mesdames Dati et Buzyn vont essayer de convaincre les électeurs qu'en votant pour l'une et en délaissant l'autre, il y a encore peut-être une chance de faire basculer l'hôtel de ville. Et puis c'est un second tour, David, qui intervient à un moment particulier de la vie de Paris. Oui, passez-moi l'expression, mais les habitants de la capitale en ont vu de toutes les couleurs ces dernières années. Le traumatisme des attentats de 2015, la longue série de samedis en 2018-2019 avec les manifestations de Gilets jaunes et les violences qui les ont accompagnés, les grèves de décembre au moment de la bataille des retraites. Et puis bien sûr la pandémie. Paris a été parmi les derniers endroits de France à sortir de la zone rouge dans la carte du déconfinement. Ce contexte presque historique quand on liste ainsi les événements, dans ce contexte historique, les Parisiens ont besoin de deux choses, de confiance et d'espoir. Confiance dans la capacité de la future maire à accompagner la reprise économique, à relever les défis de la prospérité, de la sécurité, de la propreté, la protection de l'environnement et tous les autres défis que vous allez aborder en détail dans quelques secondes. Et c'est de cette confiance que renaîtra peut-être l'espoir pour les Parisiens d'un Paris meilleur. Merci David Doucan, notre partenaire, le Parisien. Évidemment, nous avons toutes et tous été marqués par les mois que nous venons de traverser. Et toutes les trois, vous avez adapté votre programme à cette crise. On va donc tout de suite développer les aspects sanitaires, économiques, sociaux. Mais avant cela, une question plus personnelle. On voudrait savoir comment vous avez traversé personnellement
je dirais presque dans votre chair, cette épreuve qui nous a évidemment tous touchés. Rachida Dati, c'est vous qui avez été tirée au sort pour vous exprimer la première dans cette partie du débat. Cette crise sanitaire, elle a fortement éprouvé les Français. Elle a fortement éprouvé et ébranlé même le socle des fondamentaux de notre République française, puisque c'était un ennemi invisible. Tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. Tout le monde a été déstabilisé. Et vous le disiez, déstabilisé jusqu'au plus profond de soi, parce que là, tout le monde était touché par cette épidémie. Les Parisiens ont été particulièrement touchés parce que Paris est très dense. Et donc c'est une zone et une ville qui a été fortement affectée. Moi j'ai été frappée, mais c'est un sujet dont j'ai tellement parlé déjà sur vos plateaux, que j'ai tellement évoqué, y compris comme maire du 7e arrondissement. Ça a été un engagement que j'ai pris et une priorité, notamment dans mon programme et mes engagements. Et je suis très libre pour en parler, puisque j'ai été élue dès le premier tour. Là où j'étais profondément touchée, c'est l'abandon des plus vulnérables, des plus âgés, des plus fragiles. Il faut savoir que dans les EHPAD ou les résidences seniors, il n'y avait pas... C'est-à-dire que... Pardonnez-moi, hein. Oui. On va revenir sur un aspect plus général et on va vous poser une question générale sur la gestion de la pandémie. Oui. Cette question, elle était un peu plus personnelle, mais si vous voulez bien. Oui, elle était un petit peu plus comment vous avez, vous, traversé ce moment-là. Hein. Oui, justement, voilà. Mais vous avez raison, Mme Elkrief. Je ne le rapporte pas à la gestion technique de la crise sanitaire. Je vous dis simplement que cette pandémie, ce virus a encore plus aggravé, amplifié des fragilités de notre société. Des fragilités que j'avais déjà dénoncées. L'isolement, la solitude, l'abandon aussi des personnes âgées, en dehors même parfois de l'épidémie et d'une crise sanitaire. Et donc, moi j'ai vécu cela dès le lendemain du confinement. On a été déjà parés au plus urgent. Le plus urgent, c'était d'avoir été aux côtés des personnes âgées, des personnes seules, y compris chez elles, qui du jour au lendemain n'avaient plus le droit d'avoir accès à leur famille, à leurs proches, à leurs amis. N'oubliez pas que des gens sont décédés sans pouvoir avoir accès à leur famille, voir leur famille pour leur dernier. Et cela vous a beaucoup touché, c'est ce que vous dites ce soir, comme nous tous, évidemment. Anne Hidalgo, vous avez confié sur le plateau de BFM Paris que vous aviez été testée positive. J'ai été testée positive en sérologie et j'ai la chance d'avoir développé des anticorps. Donc je suis dans une situation idéale puisque je n'avais pas eu de symptômes. Mais pour revenir à la question plus personnelle, comme beaucoup de Français, comme tous les Français, c'est vrai que le confinement, l'arrêt complet d'une ville comme la nôtre a été un moment d'angoisse majeure, parce que lorsque vous êtes maire, je suis maire de cette ville, j'ai dû immédiatement prendre des décisions, faire en sorte que les services essentiels de la ville, je pense notamment à la propreté, je pense aussi à l'aide auprès de tous les SDF, les plus démunis, mais je pense également aux EHPAD, puisque nous avons à la ville de Paris des EHPAD et nous avons aussi des services à domicile pour accompagner les personnes âgées, isolées à leur domicile. Il a fallu prendre des décisions fortes, immédiatement, sans avoir d'ailleurs de cadre. Vous êtes face à quelque chose qui est totalement inconnu et violent par ce qu'il représente, parce que derrière les décisions que nous avions à prendre, il y avait des vies en jeu. Je retiens vraiment de ce moment d'abord cette solidarité incroyable, la force des services publics, que plus personne ne vienne expliquer qu'un service public ça coûte cher. La force des services publics pour tenir une ville comme la nôtre, 2 200 000 habitants debout, la force des bénévoles, la force des associations humanitaires qui étaient là, qui se sont organisés, mobilisés pour aller faire des distributions alimentaires. 17 000 repas par jour ont été distribués dans les rues de Paris aux personnes les plus démunies. Donc je tire aussi de cette crise qui nous a bouleversés. On ne vivra plus comme avant, c'est clair. Je tire aussi cette idée qu'une ville est résiliente lorsqu'elle a une population qui vit sa citoyenneté de façon très engagée, et ça a été le cas à Paris. Vous avez du mal à parler vraiment de manière intime de la façon dont vous l'avez traversé cette crise. C'est tout de suite la politique, bien sûr, qui reprend ses droits. Mais Madame Buzyn, vous avez, vous, évidemment, une position très particulière, puisque vous étiez ministre de la Santé et que vous êtes médecin. Comment avez-vous traversé cette crise ?
D'abord, j'observe que beaucoup de Parisiennes et beaucoup de Parisiens ont été surpris par l'ampleur de la crise et par la nécessité du confinement. Je tiens vraiment à saluer le travail de tous les agents des services publics qui ont permis à la ville de vivre et tous ceux en particulier qui ont travaillé dans les hôpitaux, mais pas seulement. Il a fallu aussi transporter la nourriture, par exemple, c'est important. J'ai observé une très grande solidarité, une très grande résilience de la ville et vraiment j'ai été impressionnée par cette solidarité locale de voisinage. Mais pour autant, cette crise, elle a aussi pointé les faiblesses de nos organisations, l'isolement. Madame Dati le disait, l'isolement des personnes âgées, ce ne sont pas les seuls. Vous savez que dans mon programme, j'avais déjà pointé du doigt l'isolement des personnes âgées et souhaité faire un service public du maintien à domicile. Mais au-delà des personnes âgées, il y a les personnes en situation de handicap, il y a les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est une des compétences du département de Paris. Toutes ces personnes ont été très seules, donc ça nécessite vraiment qu'on s'attache à cet isolement qui est un problème majeur dans les villes et qui risque de persister. Comme c'est un révélateur des faiblesses, ça doit aussi être un accélérateur de la transformation. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé. Moi, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette période. Je me suis isolée. J'ai travaillé à l'hôpital comme médecin. Je me suis isolée de ma famille pour ne pas transmettre le virus. Et donc, j'ai beaucoup observé la ville, j'ai beaucoup observé ses habitants. Et c'est la raison pour laquelle je reviens avec un programme assez profondément remanié par rapport au premier tour. Alors, on va justement y arriver, puisque la question, c'est un peu comment réparer les dégâts économiques de cette catastrophe. Le chômage a augmenté à Paris, alors qu'on était presque en train d'atteindre le plein emploi. On s'apprête à vivre des moments très difficiles. Anne Hidalgo, le 18 mai dernier, vous aviez fait voter un plan de 200 millions d'euros de soutien à l'activité économique. Est-ce que vous le perpétuez? Est-ce qu'il va être suffisant? Est-ce que ça sera à la hauteur de la crise qui nous attend sérieusement? D'abord, vous l'avez dit, il va falloir changer assez radicalement un certain nombre de choses. Première chose, soutenir quand même l'hôpital et l'ensemble du système de santé. L'hôpital public qui a été en situation extrêmement difficile, mais les agents hospitaliers ont fait face, ont été présents. Et il faut aujourd'hui les soutenir, qu'il y ait des postes, qu'il y ait une revalorisation des salaires, qu'il y ait des carrières qui soient vraiment au niveau de reconnaissance de l'utilité, de l'importance de cette profession. Et bien sûr, Paris, la ville de Paris, et je préside en tant que maire de Paris la commission de surveillance de la PHP, des hôpitaux de Paris. Je veux leur dire merci, je veux saluer le travail remarquable aussi du directeur général Martin Hirsch. On va continuer à travailler ensemble. On a appris notamment que dans le lien entre hôpital et médecine de ville, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées et qui vont pouvoir nous permettre de poser un cadre d'action sur les questions de santé, parce que la question sanitaire est là, toujours là, et d'ailleurs l'épidémie n'est pas terminée. Nous allons avancer. Sur les mesures économiques et sur les mesures sociales, j'ai pris la décision avec l'ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris de faire voter un plan, un premier plan de soutien à l'économie de 200 millions d'euros qui vise justement à soutenir toutes ces activités qui ont été fragilisées. Bien sûr qu'après l'élection, avec la légitimité du nouveau Conseil de Paris, de la nouvelle équipe, il faudra se repositionner parce que, vous l'avez dit, le chômage est aujourd'hui en train de progresser d'une façon très forte. Il y a des plans sociaux, des licenciements, on en a parlé en début de cette émission, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans des situations de précarité sans statut. Je pense à beaucoup d'indépendants et je pense aussi à tout le secteur de la culture, tous les artistes qu'il nous faut aussi soutenir. On a posé des bases, il va bien sûr falloir les amplifier après cette élection. Vous avez d'ailleurs toutes les trois un plan large de relance, d'exonération de taxes, d'exonération de charges. De votre côté, Agnès Buzyn, c'est un plan Marshall de 400 millions d'euros. Ce sont également la possibilité d'étendre les horaires d'ouverture, non seulement la journée, le soir, le matin, mais également le dimanche. De votre côté, Rachida Dati, c'est également un fonds de soutien et d'exonération des charges. Une question
très concrète dans nos rues de Paris. Des terrasses ont été élargies, parfois sur des places de parking, d'autres fois même sur la chaussée, rendant certaines rues piétonnes. Madame Hidalgo, vous souhaitez pouvoir, au cas par cas, les maintenir. On voudrait savoir quelle est votre position à toutes les deux. Rachida Dati, qu'est-ce que vous ferez de ces extensions qui, pour l'instant, étaient éphémères, de terrasses? D'abord, 2 points pour rebondir sur les propos de Madame Hidalgo. Effectivement, quand on est maire de Paris, on est président du conseil de surveillance de la PHP. Assistance publique hôpitaux de Paris. Exactement. Je précise. Comme maire de Paris, je suis maire de Paris. Comme présidente de la PHP, croyez-moi, et personne ne peut douter ni de ma détermination et de mon énergie, en tous les cas, je donnerai des impulsions, des initiatives. Et c'est dans la prérogative du président du conseil de surveillance. Et je pourrais m'opposer, par exemple, à une politique de fermeture de lits ou de réorganisation ou d'un pouvoir administratif trop lourd qui entrave les médecins. Ça, c'est le premier point. Vous voulez dire que ça n'a pas été fait? Vous critiquez la gestion de l'épidémie, c'est ça que vous faites? Je critique sur la gestion de l'épidémie sur la PHP. Moi, je n'ai pas vu d'initiative ou d'action en faveur des hôpitaux de Paris et du personnel soignant qui est exsangue et qui est à terre, comme l'hôpital parisien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et d'ailleurs la responsabilité de l'État, parce que le président de la République a dit lui-même que les réformes qui ont été portées par le gouvernement n'étaient pas les bonnes et qu'il s'est trompé et qu'il fallait tout refaire. Et sur la mairie de Paris, on a une responsabilité. Être président d'un conseil de surveillance, ça n'est pas rien. Sur l'aspect économique, vous venez de dire, sur les plans de relance, c'est vrai que nous avons à peu près toutes dans nos programmes des fonds de soutien. Fonds de soutien, c'est bien. Moi, j'ai indiqué que la mise de départ, ça serait de 300 millions d'euros. Mais souvent, et je vous mets au défi de trouver, vous avez des fonds de soutien et au final, des mois, des années après, c'est que finalement le fonds a été très peu consommé. Parce que c'est très compliqué de pouvoir être éligible à ce fonds. C'est-à-dire que la gestion administrative... Donc vous voulez simplifier l'obtention des fonds? Moi, je vais vous dire, j'ai créé une cellule de crise pendant ce confinement pour être auprès des acteurs économiques, parce que le confinement, il ne pouvait pas être définitif, surtout sur une ville comme Paris, qui est une capitale économique. Moi, j'ai été auprès des commerçants, des entreprises, notamment, il y a 200 000 travailleurs indépendants à Paris. Donc c'est important d'être à leur côté, et les acteurs économiques. C'est de dire, moi je m'engage avec ce fonds de soutien, c'est qu'il y ait une décision effective dans les 3 semaines. Parce que c'est bien d'avoir des décisions, c'est mieux quand c'est exécuté. Et donc moi je ferai comme je l'ai fait dans le 7e, c'est que toute décision soit prise dans les 3 semaines et une décision motivée pour pouvoir relancer l'économie. Et pardon, mais faites-vous des terrasses? Alors sur les terrasses, justement, avant que la décision... Rapidement, parce que vous avez déjà pris beaucoup de temps pour eux. Oui, c'est rapide, mais c'est pas binaire. C'est-à-dire que quand le gouvernement a décidé d'ouverture des terrasses pour les cafetiers, c'est vrai que nos cafetiers sont en grande difficulté. C'est quand même l'âme de Paris, les terrasses. Et donc, on a été convoqué 48 heures avant par la mairie de Paris pour nous dire, vous vous débrouillez dans chaque arrondissement. On nous dit, finalement, vous donnez de l'espace, vous voyez avec les cafetiers, comment ça se passe. Heureusement qu'on avait anticipé, parce que ça a généré beaucoup de troubles entre les riverains et les cafetiers en raison de l'occupation de l'espace public. Il y a une charte qui a été décidée par la mairie de Paris, mais la charte, elle n'est pas contraignante. Je renvoie au 11e arrondissement. D'ailleurs, non mais juste un point. Oui, non mais voilà, concluez. Voilà. L'espace public est déjà très tendu, chacun le sait, on parlera des transports et des mobilités tout à l'heure. Mais dans le 11e arrondissement, qui est l'arrondissement de Madame Hidalgo, où elle s'est présentée, il y a des collectifs d'habitants qui ont fait des procédures contre les cafetiers en raison des nuisances. Mais pourquoi? C'est pas qu'ils sont contre les cafetiers qui essayent de survivre, c'est qu'il n'y a pas de décision de la mairie. Mais alors quelle sera votre décision? Donc c'est la justice qui tranche. Moi, quand je suis élue, je prends mes responsabilités, je décide d'un cadre et du respect des cadres pour les habitants comme pour les cafetiers. Agnès Buzyn, et vous avez du temps devant vous pour nous expliquer, premièrement, si vous trouvez que la pandémie a été bien gérée et de quelle façon vous avez regardé ces choses-là, et ensuite, si votre plan Marshall, comme vous l'intitulez, pourra permettre aux habitants de surmonter cette crise. Alors, d'abord, je pense qu'il faut être cohérent dans la vie. Et ce qui me gêne aujourd'hui dans la politique qui est menée, c'est qu'il y a l'annonce d'un soutien à l'activité économique, mais tout est fait en réalité en permanence pour que cette activité économique soit freinée. Je vous donne plusieurs exemples. Aujourd'hui, nous devons faire un plan de relance des commerces de proximité. Nous savons très bien que la piétonisation de certains quartiers, notamment du centre de Paris, va aboutir à ce que les habitants
partent de ces quartiers. C'est déjà le cas au centre et à Paris-Centre, puisque un grand nombre de logements sont vacants et sont loués en Airbnb. Donc on est en train de transformer le centre de Paris en parc d'attractions pour touristes. Les touristes ne sont pas là. On a besoin de maintenir la vie quotidienne dans les quartiers avec la présence des familles, avec la présence des classes moyennes. Or, la politique de logement qui est menée aujourd'hui par la ville, comme la politique d'urbanisme, ne favorise pas le maintien des familles avec enfants dans Paris. La politique du logement, elle favorise à la fois des logements pour des gens très riches ou au contraire des logements sociaux pour des gens qui n'ont pas de moyens. Mais il n'y a pas de facilitation à ce que les familles aujourd'hui restent présentes dans la ville de Paris. Et la crise va aggraver la fuite des familles des classes moyennes. Nous le savons, puisque 11 000 habitants par an quittent déjà Paris. Et avec la crise, on a vu que le développement du... Qu'est-ce qui changerait avec vous ? Ma volonté claire de faire en sorte que les familles des classes moyennes restent dans Paris, un plan de relance des commerces avec un plan Marshall, une exonération complète des taxes pour tous les commerçants, les artisans, les indépendants, avec une préemption des baux commerciaux. C'est ce que tout le monde propose. Mais moi, il est 2 fois plus important que celui de Mme Hidalgo. 400 millions pour vous. Ensuite, et 200 millions pour Mme Hidalgo. Je propose que cette année blanche, cette exonération des taxes puisse être renouvelée si la crise économique persiste, car je ne veux pas que les petits commerces ferment et que les quartiers se vident. C'est un désastre. Ensuite, je souhaite faire un élargissement des horaires d'ouverture. Et là, les raisons sont très simples. C'est une expérimentation pour 1 an qui permettrait à tous les commerçants indépendants qui le souhaitent, avec évidemment un travail avec les syndicats pour les salariés, de pouvoir ouvrir jusqu'à 10h, 11h, voire minuit dans certains quartiers, parce que nous avons besoin d'abord d'éviter à tout prix l'afflux dans les transports en commun aux heures de pointe, à 9h ou à 18h. Il faut impérativement étaler la venue des gens dans les commerces, notamment en période de solde, de permettre à tous ceux qui sont fragiles de ne pas se retrouver inquiets du fait de la proximité des acheteurs. Et on voit bien comment nos commerces exigus ne permettent pas cette distanciation physique. Et enfin, je pense que c'est un des moyens de permettre aux jeunes aujourd'hui de retrouver un accès à l'emploi en travaillant le soir ou le dimanche. Donc je veux faire en sorte que pendant 1 an, on expérimente dans la ville de Paris le fait que les commerces puissent rester ouverts plus tard. Évidemment, sans nuisance sonore, l'objectif n'est pas évidemment de gêner les riverains, mais de permettre que les horaires d'ouverture permettent la distanciation sociale et dans les transports en commun et chez les commerçants. Enfin, il faut qu'on active le fonds qui s'appelle la CMAS, qui permet de préempter les baux commerciaux pour que les commerces de bouche, les boucheries, les épiceries et les librairies, qui sont l'âme des quartiers, ne ferment plus dans Paris. Je ne peux plus supporter de voir ces librairies qui ferment dans tous les quartiers. Je pense que c'est représentatif aujourd'hui de ce qu'aiment les Parisiens, qui aiment flâner dans leur rue, qui aiment se promener, qui aiment aller chez les libraires. Et ça nécessite une politique volontariste. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on a évoqué cette crise. Et cette crise, justement, elle a induit beaucoup de choses. Vous l'avez dit, rien ne sera plus comme avant. Et par exemple, avec le coronavirus, les Français, les Parisiens particulièrement, ont aussi un peu plus peur de prendre les transports en commun. Donc, il y a des mesures qui ont été prises par Anne Hidalgo, on va y revenir. Aujourd'hui, néanmoins, le CREA, qui est un organisme indépendant basé en Finlande, dit que Paris est devenue la championne du monde du rebond de la pollution, alors même que 50 km de pistes cyclables ont été créées et veulent être pérennisées, vous voulez les pérenniser. À ce propos, on va écouter des réactions et des questions de Parisiens avec Fanny Weckscheider de BFM Paris. Bonsoir Fanny. Bonsoir Ruth, bonsoir tout le monde ce soir. Bonsoir madame les candidates, Rachida Dati, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn. Nous avons des questions de Parisiens, de Franciliens aussi qui vivent à Paris parce qu'ils y travaillent depuis de très nombreuses années et qui souhaitent s'adresser à la future maire de la capitale. Première question, vous voyez ces personnes qui ont changé leurs habitudes de mobilité en partie du fait de l'installation de ces pistes cyclables, ces coronapistes également dans la capitale, mais aussi de ces pistes cyclables qui se dirigent vers la banlieue. C'est le cas de ce directeur commercial. Il s'appelle Sébastien Trollet. Il travaille dans le 13e arrondissement depuis plusieurs années et il a troqué son pass Navigo contre un abonnement Véligo et il lui reste quelques petites interrogations. On va l'écouter.
Bonjour, je suis un habitant de Franconville dans le Val d'Oise. J'ai décidé d'utiliser le vélo assistance électrique depuis le déconfinement pour aller travailler dans le sud de Paris, ce qui fait des allers-retours de 50 km par jour. Et je fais ces allers-retours 3 fois par semaine. J'ai découvert le trajet jusqu'à Paris avec un grand étonnement, parce que je ne m'étais jamais fait à l'idée que c'était possible. Et avec quelques tests, quelques petites révisions de départ, je me suis aperçu qu'il y avait des trajets très agréables ou relativement agréables selon les endroits pour aller rapidement au travail avec pas beaucoup plus de temps que les transports en commun. Je suis également étonné d'une chose, c'est la bienveillance des automobilistes généralement avec les cyclistes, qui souvent, je pense, ont compris que plus il y aurait de vélos, plus les routes seraient fluides et globalement, on arrive à coexister, bien qu'il y ait un manque cruel de pistes cyclables malgré tout en banlieue. Par ailleurs, je suis également étonné d'une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de ce que l'on appelle les vélos taffeurs, des personnes qui gravitent de la deuxième couronne, de la première couronne vers Paris. Et ce qui m'amène à poser une question aux candidates, c'est êtes-vous véritablement convaincus que le vélo est un atout en termes de développement territorial pour Paris et d'attractivité du territoire ? Et le deuxième point qui est important et qui est plutôt pratique, c'est que comptez-vous faire pour accueillir encore plus de cyclistes et surtout de les aider à trouver un endroit où garer ou parquer leur vélo de façon sécurisée et idéalement sur des consignes individuelles privatisées afin d'être sûr de pouvoir rentrer chez soi le soir avec la selle, les pneus gonflés et le vélo tout entier. Voilà, 2 questions très pratiques de ce vélo taffeur convaincu, on l'a compris, qui s'est mis donc au vélo. Anne Hidalgo, première question, on le sait, vous êtes convaincu par l'utilité du vélo dans la capitale. Vous voulez une ville 100% vélo très prochainement. Vous envisagez de supprimer également la moitié des places de stationnement pour voitures. Pour répondre à sa question concrète à Monsieur Trolet, que comptez-vous mettre en place si vous êtes réélu pour sécuriser cet usage du vélo, cette pratique du vélo à Paris ? D'abord, oui, l'attractivité de la ville grâce à des mobilités actives comme le vélo, j'y crois. Et je pense d'ailleurs que notre ville, qui est regardée dans le monde entier, apparaît vraiment comme une ville qui innove, qui invente, qui s'inspire d'ailleurs de capitales qui, avant nous, je pense à Copenhague, c'est un modèle pour moi, et aussi Amsterdam, avaient misé sur les infrastructures de vélo. Ça me permet de dire que nous avons créé, et dans le mandat qui s'achève, il y a aujourd'hui à Paris 1040 km de pistes cyclables, plus 50 km qui viennent d'être ajoutés dans un temps record parce que des procédures accélérées nous ont permis de le faire. Donc j'y crois et c'est une des solutions majeures pour diminuer la pollution qui continue d'être un sujet extrêmement Vous le impactant. Je me bats contre cette pollution et une des solutions principales, c'est de diminuer la pollution liée aux véhicules thermiques. Vous le savez, d'ailleurs on a voté à l'unanimité au Conseil de Paris la fin du diesel en 2024 et la fin des véhicules thermiques en 2030. Deuxièmement, sur garer les vélos, oui, nous avons d'ores et déjà un certain nombre de vélo-box, de boîtes à vélos qui permettent de garer ces vélos parce que l'habitat à Paris, ça a été dit aussi, c'est souvent de petits appartements, de l'habitat ancien dans lesquels il n'y a pas forcément d'espace pour garer les vélos. Et donc il y a un plan, vraiment un plan massif, je vous le dis ici, je l'annonce, ça sera une des premières mesures que je prendrai avec la piétonisation des abords du canal Saint-Martin, c'est de déployer très très massivement des parkings sécurisés pour les vélos parce qu'il y a une explosion et ça me réjouit, je suis ravie. Regardez la rue de Rivoli. Ce que la rue de Rivoli nous montre aujourd'hui, c'est qu'il y a 15 000 cyclistes par jour qui l'empruntent. Qui aurait pu nous dire une chose pareille avant? Et je peux vous dire que non seulement la pollution, mais aussi le bruit ont très radicalement baissé sur le centre de Paris. Donc on va bien sûr continuer. On parle beaucoup des vélos, mais une question pour vous, Agnès Buzyn. Vous dites ne pas en
faire parce que vous avez peur. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez vous mettre au vélo? Alors d'abord, quand des pistes cyclables seront sécurisées et que la voirie sera refaite sans nid de poule. Mais moi, je suis choquée, en fait. Je suis très favorable au vélo. D'abord comme médecin, parce que c'est très bon pour la santé, parce que ça réduit la pollution. Mais je ne serai jamais favorable à du 100% vélo, parce que je trouve ça discriminatoire. Je trouve ça discriminatoire vis-à-vis des personnes âgées, par rapport aux gens qui ont besoin de transporter des choses. Et puis, je trouve que la façon aujourd'hui, la méthode qui est employée par la mairie de Paris pour développer les pistes cyclables n'est pas la bonne. En réalité, je suis très, très favorable au développement des pistes cyclables, mais avec une concertation avec les riverains, avec une anticipation des problèmes et des reports de circulation qui sont faits, et avec une préparation. Je vais vous donner un exemple très simple. Il date d'hier soir. Hier soir, un certain nombre de pistes cyclables ont été ouvertes dans Paris. Je pense qu'en période préélectorale, la mairie de Paris développe les pistes cyclables et une dizaine de pistes se sont ouvertes. Il y en a une qui s'est ouverte rue de Sèvres. Je trouve que rue de Sèvres... Dans le 7e arrondissement de Paris. Donc c'est le 15e en l'occurrence, mais c'est à la limite. C'est l'hôpital. C'est une piste cyclable qui est devant l'hôpital Necker Enfants Malades. Necker Enfants Malades, c'est l'hôpital où j'ai travaillé pendant 20 ans. Et donc, j'y ai beaucoup de collègues et beaucoup d'amis qui m'ont appelé aujourd'hui. La piste cyclable est apparue cette nuit. Elle a transformé en fait une voie de bus en une piste cyclable. Sauf que la voie des bus, c'était aussi la voie des ambulances, la voie des SAMU et la voie des taxis qui emmenaient les familles en consultation. Necker Enfants Malades, ce matin, on ne pouvait pas arriver. C'était un immense embouteillage. Les médecins ne pouvaient pas aller travailler. Les ambulances ne pouvaient pas rentrer. Le SAMU a été retardé. Les dialyses se sont faites avec 1h30 de retard. Personne n'était au courant. Personne. L'hôpital Necker a été totalement désorganisé. Vous êtes présidente du conseil de surveillance de la PHP. Demandez au bloc opératoire comment ils ont fonctionné, comment les dialyses, comment les consultations se sont faites dans mon hôpital avec des enfants malades. Vous allez peut-être m'accuser de meurtre. Non, mais je trouve ça irresponsable en fait. C'est typiquement la méthode sans anticipation, sans concertation et l'improvisation. Oui, d'abord, je sais que Mme Buzyn n'est pas favorable du tout au vélo, qu'il n'y a pas de volontarisme, que les pistes cyclables nécessitent évidemment beaucoup de temps de concertation. Sauf que là, ces pistes, elles sont également faites en accord avec la préfecture de police, avec votre ancienne collègue ministre de l'Environnement, pour répondre justement à ce qui a été dit tout à l'heure, pour répondre à ce besoin de desserrer les transports collectifs, pour répondre aux risques de contamination. Madame Hidalgo, est-ce que vous allez revenir sur la piste cyclable? Si vous voulez m'interrompre et faire non, c'est un débat. Donc je vous demande. Non. Je vous demande, parce que l'hôpital Necker était désorganisé. Non, on ne va pas revenir sur cette piste-là, je vous rassure. Donc, on va maintenir ces pistes. On va maintenir ces pistes cyclables que nous avons pu faire rapidement. Et je me réjouis de cette rapidité, tout comme d'ailleurs beaucoup de cyclistes, parce que cette rapidité a été possible dans le cadre de mesures d'urgence et de mesures exceptionnelles liées au coronavirus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les coronapistes. Et je pense que Madame Buzyn, lorsque vous dites je suis contre le 100% vélo, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 100% des rues cyclables. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se mettre au vélo, évidemment, mais 100% des rues cyclables et sécurisées pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. Alors oui, moi je souhaite continuer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, on a pu faire des pistes cyclables qui justement se sont connectées aux portes de Paris, qui ont pu se faire d'ailleurs dans un consensus très très large, y compris avec nos voisins, y compris avec la région Île-de-France, y compris avec l'État. Je suis très surprise que vous ne resituiez pas ces pistes cyclables que nous faisons aujourd'hui dans l'urgence, dans le contexte qui est celui de prévenir, par exemple, une deuxième vague de cette épidémie que vous aviez vu venir. Alors, il y a d'autres visions. Vous allez répondre, justement, parce qu'il y a une autre vision des pistes cyclables
Fanny, peut-être que vous pouvez nous en parler. Alors là, on va voir cette situation. C'est Stéphane Bochard, il est gérant d'une entreprise de plombiers chauffagistes. Lui, il conduit chaque jour depuis la banlieue parisienne à Villeneuve-Saint-Georges pour se rendre quotidiennement à Paris. Et ça, depuis 14 ans maintenant. Il dépanne essentiellement des clients dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et depuis la fin du confinement, vous allez nous le confirmer en direct, Stéphane Bochard, bonsoir. Vous rencontrez des difficultés à circuler à Paris, notamment du fait de l'installation de ces coronapistes dont vient de nous parler Anne Hidalgo à l'instant. Vous considérez pourtant que vous êtes un écologiste, vous êtes ouvert à l'arrivée de plus en plus de vélos, de moins en moins de voitures dans Paris, mais vous souhaitez tout de même interpeller les candidats de ce soir. Expliquez-nous votre situation. Oui, bonsoir mesdames. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait faire 4 à 6 dépannages par jour pour les hôtelleries et restaurations, sachant qu'on a des horaires compliqués puisqu'on ne peut pas travailler pendant que les entreprises travaillent. Donc aujourd'hui, on est maintenant à 3 dépannages parce qu'il y a tellement de sens interdits, tellement de voies fermées, qu'on ne peut même plus dépanner. Il y a une inondation. Mes confrères en électricité, c'est le même problème. On ne peut plus se garer, ou si on se gare parce qu'on doit dépanner parce que ça fuit, on peut nous faire enlever le véhicule. Aujourd'hui, au bout de 16 ans, je suis un peu dégoûté de rester sur Paris et de devoir travailler avec les restaurateurs. Donc les hôteliers aujourd'hui se posent aussi la même question parce que quand il n'y aura plus de 100% cyclistes, comment les bus vont venir dans les hôtels et ainsi de suite. Donc ma question, elle est très simple. C'est voulez-vous qu'il n'y ait plus d'artisanat? Qui dit plus d'artisanat dit plus personne qui peut vivre dans Paris. Il faut bien se penser que aussi bien le plombier, l'électricien, le carreleur, mais on a tous besoin de pouvoir circuler dans Paris si vous voulez qu'il y ait de l'habitation. Et la problématique, c'est que les vélos, il y a ce qu'il faut, il y a de la place, trop de place et je pense qu'une meilleure gestion pourrait être faite et surtout qu'on n'a pas été concerté en tant qu'artisan du quotidien. Parce que le quotidien, tous les jours, que ce soit des gens dans les HLM, on ne peut pas les dépanner. Donc vous avez des familles qui n'ont pas d'eau parce qu'on ne peut pas se garer, parce qu'il n'y a aucune place pour se garer. J'ai moi un petit local à Paris, dans le 12e arrondissement, et je ne peux pas me garer. Une situation très concrète. Rachida Dati, cette réponse, on l'entend bien, il y a peut-être un manque de cohabitation, c'est en tout cas ce que semble impliquer ce téléspectateur. Vous avez envie de mettre en place un schéma global de mobilité à l'échelle de Paris. Est-ce que ça répondrait à ce type de problématique? D'abord, quand on est maire de Paris, d'une ville dense de 102 km², c'est vraiment tout petit dans la région, la première région quand même d'Europe qu'est l'Île-de-France. Moi, je mettrais en place un schéma de mobilité à l'échelle globale, à l'échelle du Grand Paris, et aussi avec les communes limitrophes, avec les franciliens, et avec le représentant des usagers. Pourquoi? Quand on est maire de Paris, on est maire de tous les Parisiens. On n'est pas le maire d'un segment de Parisiens. Et donc, il faut une complémentarité des mobilités. Il faut une régulation de l'espace public. Il faut la mobilité, ça veut dire quoi? La fluidité. Et aujourd'hui, 2 résultats. Suite à ce plan de mobilité qui est fait à Paris, entre les pistes cyclables, les trottinettes, les reports des arrêts de bus. Vous n'avez pas vu que vous avez un arrêt de bus, vous traversez non seulement la voie vélo, quasiment une partie de la voie voiture pour accéder au bus. Vous imaginez les familles et les personnes à mobilité réduite. Et quel est le bilan? En plus, ça tombe bien, vous avez cité une étude tout à l'heure. Le bilan de ce plan de mobilité qui a été fait à la hâte, de manière dogmatique et de manière symbolique. Une vision, c'est pas un symbole. Une vision, c'est une politique globale et pensée. 2 résultats. Une pollution qui a augmenté de 118% à Paris, alors qu'à Londres et à Madrid, nous sommes à moins de 40%. On n'a jamais eu si peu de voitures à Paris et nous avons eu une augmentation de la pollution en raison d'une part des embouteillages générés alors qu'on a peu de voitures, mais aussi d'une bétonisation à outrance. La ville est très minérale. Le deuxième aspect, et ça rejoint tout à l'heure ce qu'on pouvait dire, c'est que depuis le mois de janvier, 2 mois de confinement, 26 décès. 12 piétons. L'essentiel des victimes, ce sont des cyclistes. Et dans ces piétons, ce sont des seniors. Donc moi, maire de Paris, je suis maire de tous les Parisiens. Je n'entrave pas la mobilité. Je suis pour lutter contre la pollution, mais dans le respect des complémentarités des mobilités à l'échelle du Grand Paris. Et c'est quand même important parce que, effectivement, moi, je ne connais pas une ville, y compris Copenhague, et Oslo, et aussi Amsterdam, ils ont rééquilibré leur politique de mobilité parce qu'une politique de 100%, c'est une politique qui oppose. Madame Hidalgo a réussi l'exploit pendant son mandat d'avoir opposé les modes de mobilité les unes aux autres, trottinettes, piétons, voitures, vélos, et puis
les catégories sociales, les plus aisées, les moins favorisées, les arrondissements eux-mêmes. Voilà, c'est une politique d'opposition. Et puis moi, pour conclure, si effectivement, Madame Hidalgo, elle n'est pas candidate aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'elle est maire, je pense que d'avoir affiché les coronapistes et la baisse de la vitesse sur le périphérique, c'est une politique de diversion parce qu'il y a 6 ans de gestion calamiteuse de notre ville. Propreté, mobilité, on va venir à ce sujet, Rachida Dati. J'aimerais aussi qu'on puisse peut-être demander à Madame Hidalgo de quoi est-elle très fière de son bilan à Paris. Alors voilà, la réponse et la réaction à ces critiques qu'on entend évidemment de part et d'autre. D'abord, nous sommes dans une période de mutation majeure. La question du risque climatique, la question de la pollution sont des questions de santé. Il n'y a pas une ville au monde qui aujourd'hui est attractive en misant sur le modèle ancien, le vôtre, celui notamment de la voiture individuelle pour chacun, de 118% de la pollution à Paris. qui voudrait que votre bilan. La ville doit être construite autour de la voiture. C'est un modèle que vous avez pas du tout. beaucoup défendu et mais que vous continuez à défendre. Vous pouvez mentir à la fille, ça n'est pas le cas. D'avoir un projet 118% de pollution à Paris et 26 décès liés Alors, elle va répondre. au cyclisme et aux piétons. La réponse d'Anne Hidalgo, Rachida Dati. Du non-respect des mobilités. La réponse d'Anne Hidalgo, elle va vous répondre. Il n'y a pas de problème. Nous sommes confrontés à une situation qui est que la génération qui est la nôtre, nos générations, celles qui sont aujourd'hui en responsabilité, doivent poser des actes. Ces actes, c'est vrai, c'est difficile de les poser parce que, bien évidemment, ils viennent contrecarrer des modèles. Il y a des gens qui en souffrent, on vient de l'entendre. L'artisan, il en souffre. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent de la pollution. Rappelez le résultat de l'étude d'aujourd'hui. 6 000 morts par an. Vous ne pouvez pas la passer sous silence. 6 000 morts par an dans la métropole du Grand Paris, qui sont des morts de la pollution. Donc il y a un sujet. Et des accidents nous sur la voie sommes publique. la dernière génération en responsabilité à pouvoir agir et à permettre aux plus jeunes générations, ceux qui viendront après, de pouvoir imaginer leur vie dans une ville, sur une planète qui ne sera pas dans l'état dans lequel nous l'avons mis, et notamment précédemment. Je finis, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de retard de temps. Ne vous inquiétez pas. Il faut absolument poser des actes. C'est ce que j'ai décidé de faire. Bien sûr que c'est compliqué parce qu'on est dans la phase encore de transition. C'est pas simplement vrai à Paris, c'est vrai dans la plupart des grandes villes du monde, et j'ai eu la chance de présider le groupe des plus grandes métropoles mondiales. J'ai pu m'inspirer, regarder, voir que ce qui se passe à Paris est aussi ce qui est en train de se passer partout dans le monde. Alors oui, c'est difficile. Oui, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, par exemple, à Paris, pour les artisans parisiens. Beaucoup d'entre eux, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris, avec nous, Ville de Paris, nous les accompagnons dans la transformation de leur mode de déplacement. Par exemple, prendre un véhicule électrique lorsqu'on est un artisan, on peut avoir des aides importantes en l'occurrence, à Paris. pour lui, le problème n'était pas le véhicule, le problème était de le garer on peut se garer, et en plus c'est gratuit parce que le stationnement est gratuit pour les véhicules électriques. Alors, Madame Donc, des actes à poser, mais je sais que nous avons un projet très différent avec Madame Dati et Madame Buzyn. Madame Hidalgo, si vous pouvez arrêter le monologue. Vous avez parlé 5 minutes d'affilée, mais peut-être simplement vous dire que sur l'écologie et la transition écologique, nous sommes tous d'accord. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Donc aujourd'hui, la seule problématique, c'est la méthode et c'est les choix qu'on fait. Et les actes, vous les posez, c'est le bazar. En fait, c'est l'espace public est devenu le bazar. Vous avez détruit Autolib, qui était quand même une réussite du mandat précédent de M. Delanoë. C'était des voitures électriques, des voitures partagées. C'était exactement l'avenir. C'est un système qui marche très très bien et qui remplace Autolib. Vélib, vous l'avez fait dysfonctionner. C'est en train de repartir. Il y a les trottinettes partout. Les trottoirs ne sont plus du tout favorable à la vie des piétons et notamment aux personnes âgées qui n'osent plus descendre dans l'espace public. Donc en réalité, vous pouvez dire que vous posez des actes, mais le problème, c'est la méthode. C'est que vous n'organisez pas l'espace public aujourd'hui pour les gens. Les gens ont peur de marcher dans la rue. Traverser certains
carrefour aujourd'hui entre les pistes cyclables, les bus, les piétons, les pots de fleurs, les poubelles, les détritus. Qu'est-ce que vous feriez différent alors? Comment vous feriez différemment? Différemment, ça veut dire... Comme à l'hôpital public, Madame Buzyn a une grande habitude de la méthode, l'hôpital public, notamment à l'hôpital public, avec une grande réussite. Du gouvernement précédent. Donnez-nous des leçons, attendez, Madame Hidalgo. Vous vous souvenez, Madame Hidalgo, qu'il y avait un fact-checking lors du premier débat du premier tour qui m'avait donné raison, parce que la baisse des budgets de l'hôpital public, c'était le gouvernement de gauche de François Hollande, et aussi celui de M. Sarkozy d'ailleurs. Donc nous avons eu 10 ans de baisse de budget de l'hôpital public, et je suis la première ministre à avoir réaugmenté les budgets, et le fact-checking avait tout vérifié. Donc on va pas revenir là-dessus. Ensuite, sur l'espace public. L'espace public, ça veut dire prendre le temps de faire attention à chacun. Chacun, ça veut dire des familles, des poussettes, des personnes handicapées en fauteuil, des personnes âgées avec une canne, qui ont peur de traverser, qui ont peur de descendre. En réalité, aujourd'hui, les gens en parlent, ils restent chez eux. Et ça favorise l'isolement parce que vous avez supprimé les bancs. Tout bêtement, les bancs sur lesquels les personnes âgées pouvaient s'asseoir n'existent plus dans l'espace public parisien. Ça, il faut s'adresser aux maires d'arrondissement parce que c'est de leur responsabilité. Ensuite, c'est vrai, Rachida. Sur l'électrique, c'est vrai. Il y a absolument nécessité à transformer le parc de voitures et de deux roues. Et donc, dans mon programme, je propose des primes supplémentaires par rapport aux primes gouvernementales, notamment pour les deux roues polluants et bruyants à Paris. Pour passer tous les deux roues à l'électrique, la prime actuelle du gouvernement est de 1 200 € pour ce changement, et je rajouterai 800 € pour remonter à 2 000 €. Ça, c'est un acte, et ça permet à ceux qui ne souhaitent pas aujourd'hui aller en vélo, parce que certaines personnes transportent des choses ou ont des trajets très longs à faire. Moi, j'admire le monsieur qui fait 50 km par jour à vélo. Tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Donc, ce qu'il faut donner aux Parisiens, c'est le choix. Et ce qu'il faut leur apporter, c'est une méthode de concertation et qui prend en compte les besoins de chaque Parisien et de chaque Parisienne. C'est ce que je reproche aujourd'hui à la mairie actuelle, qui ne traite qu'un public, qui a en fait un traitement électoraliste de cette élection. Et c'est ce qui me gêne, et c'est la raison pour laquelle je souhaite m'adresser à chacun. Voilà ce qui est des transports. Parlons sécurité à présent, Ruth. Oui, voilà, on a bien vu vos positions à vous trois, et on voit bien les conceptions de chacune. Parlons d'un des thèmes importants aussi. Après le déconfinement, il y a eu des manifestations à Paris, plusieurs manifestations. Et à toutes les trois, il y a une question qui nous vient à l'esprit d'abord. On commence par vous, Rachida Dati. Est-ce que vous comprenez les accusations sur les violences contre les policiers? Accusations de violence de policiers. Tout d'abord, si vous parlez de la sécurité à Paris, l'insécurité à Paris est bien antérieure à toutes ces manifestations et toutes ces revendications récentes. Puisque uniquement entre 2015 et 2019, la délinquance, tous crimes et délits confondus, ont explosé de plus de 25%, quand au niveau national, on est uniquement sur une hausse de 1%, avec des catégories où ça a fortement augmenté. Les atteintes sexuelles, les vols-violences, les agressions, les cambriolages, plus 400 par jour. Et donc cette insécurité, elle est vraiment ancrée dans Paris depuis 2015, qui a explosé entre 2015 et aujourd'hui. Sur les manifestations récurrentes que nous avons à Paris, il n'y a pas une manifestation qui ne se termine pas en bataille rangée. On a eu les gilets jaunes, ça a affaibli tous les commerçants, les acteurs économiques ont été mis à genoux par les manifestations des gilets jaunes. Ensuite, on a eu les manifestations des retraites. Ça n'a pas cessé. De l'hôpital aussi. De l'hôpital, vous avez raison de le souligner. Ça n'a pas cessé et ça a toujours fini en bataille rangée. Moi, j'ai de l'admiration et j'apporte mon soutien aux policiers. Je l'ai vu encore aux Invalides récemment. Enfin, les policiers, on a l'impression que finalement, c'est la dernière solution, ou j'allais dire c'est la seule solution apportée par le gouvernement pour résoudre les crises. Les policiers nationaux, on est bien d'accord, parce qu'on va parler de la police municipale. Et donc, sur l'insécurité, moi j'ai toujours été très claire. Ce constat, il est catastrophique à Paris. Quand on est maire, si je suis maire de Paris, je suis responsable, c'est la mission salubrité,
tranquillité publique et sécurité, y compris la prévention de la délinquance. Nous avons cette compétence-là, notamment sur l'espace public. Non mais, je termine après. Voilà. Donc, moi, je souhaite créer une police municipale armée. Mais prenez votre temps, on va reparler de la police municipale. Il y a plusieurs questions sur la question de la sécurité. La question sur la sécurité. On parlait, bien sûr, on va parler de la sécurité, mais la question que Ruth El-Khiraïef vous posait, c'était sur les violences policières, et on voudrait pouvoir vous entendre chacune. Et vous inquiétez pas, on va en reparler, puisque sur la police municipale, vous êtes d'ailleurs toutes les trois d'accord pour en avoir une, même si elles ne sont pas armées de la même façon. Sauf les alliés de Mme Hidalgo qui ne veulent pas de police municipale. On va y revenir. On va y revenir. C'était juste votre sentiment, votre sensibilité sur ce débat qui a évidemment agité un peu la société française. Et comme à Paris, c'est évidemment le lieu où se sont déroulées beaucoup de manifestations qui ont effectivement touché le paysage parisien. Avant d'avoir la parole à Anne Hidalgo, Agnès Buzyn, est-ce que vous dites oui, il y a eu des violences de policiers à la fin de ces manifestations ou pendant les manifestations? Alors, vous posez deux questions différentes. Là, vous avez dit violence de policiers. Oui, il peut y avoir des actes individuels. Et vous avez parlé de violence policière. Il n'y a pas de violence institutionnelle policière. Donc. Mais je voudrais revenir, en fait, des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on a le regard sur ces actes et sur, effectivement, des gens qui sont blessés. Et c'est très triste. Paris, je l'ai dit, aujourd'hui, est une ville où la mairie laisse faire. La mairie soutient toutes les rébellions. Je me souviens, en novembre 2018, au moment des Gilets jaunes, Mme Hidalgo a dit « Paris, ville ouverte aux manifestations ». Et puis ça a dégénéré, il y a eu l'Arc de Triomphe, et tout d'un coup, hop, on a reproché au gouvernement qu'il y ait des actes policiers. Donc à un moment, il faut choisir. Moi, je pense que la loi doit être respectée, que les causes nous soient sympathiques ou pas, parce qu'en réalité, quand on est maire d'une ville, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire respecter l'ordre, protéger ses citoyens, protéger ses commerçants qui n'en peuvent plus aujourd'hui, qui sont très impactés par ces années, en réalité, de manifestations depuis 2018. Et donc, je le dis, si je suis élue maire de Paris, l'ordre sera respecté. Je ne laisserai pas, par exemple, Extinction Rébellion passer 15 jours sur le parvis de l'hôtel de ville parce que la cause est sympathique. On voit maintenant comment ces personnes se comportent et la violence des actes. Et donc moi je dis aux policiers que je soutiens qu'ils ont un travail extrêmement difficile. Ils ont été mis sous tension et sous pression pendant des années. Je condamne, il faut condamner avec évidemment une grande fermeté toute dérive, tout acte de violence évidemment, mais il y a des corps d'inspection pour cela, l'IGPN, il y a des enquêtes qui sont menées, mais sincèrement, aujourd'hui, nous avons besoin de la police nationale, comme nous avons besoin d'une police municipale pour notre sécurité. Anne Hidalgo. Paris a été le théâtre de manifestations extrêmement violentes. Et les violences sont quelque chose qui caractérise aujourd'hui, malheureusement, notre pays et notre société. Et ces manifestations, elles visaient en général... Vous les avez laissées faire, comme a dit Agnès Buzyn. Vous avez laissé faire. Vous savez, c'est d'abord le préfet de police qui a une compétence pour autoriser ou pas les manifestations à dimension nationale. Et c'est normal, parce que ce n'est pas au maire de Paris de juger de l'opportunité d'une manifestation contre le plan de suppression d'emplois dans les hôpitaux ou contre, par exemple, les manifestations des Gilets jaunes. Ce sont des manifestations qui s'adressaient quand même au gouvernement auquel vous avez appartenu. Ce que vous disiez à l'instant, la compétence, c'est que c'était aussi de votre responsabilité de maintenir l'ordre et la sécurité. Nous sommes dans un état de droit, oui. D'accord ? C'est la loi qui fixe les compétences des uns et des autres, et il vaut mieux respecter cet état de droit. En l'occurrence, sur les manifestations, c'est bel et bien le préfet de police. Est-ce que ces manifestations qui ont été le théâtre de violences, y compris parfois de violences qui ont pu être commises par des policiers, est-ce que cela veut dire qu'il faut mettre en cause la façon dont la police nationale fonctionne ? Non. Pour moi, nous avons une police nationale qui est une police nationale républicaine. Et j'y tiens. Je pense que les policiers, ceux qui exercent à Paris, qui ont été présents à nos côtés au moment des attentats, parce que nous avons aussi connu cette épreuve-là, ceux qui ensuite ont été réorientés de la lutte contre le terrorisme vers le maintien de l'ordre, parce que la police nationale à Paris ne fait plus que du maintien de l'ordre, qu'elle déserte du coup les quartiers et notamment la question de la lutte contre les trafics de stupéfiants qui sont en train de pourrir la vie dans beaucoup de quartiers.
quartiers, utilisez votre influence, Madame Buzyn, pour que les policiers reviennent, notamment à Stalingrad, à La Chapelle et dans tous ces quartiers où il y a ces trafics de stupéfiants. Il faut absolument d'abord qu'il y ait plus de policiers nationaux. La police nationale n'aura jamais la compétence en matière de lutte contre les stupéfiants. En revanche, il faut une police municipale. Je regrette qu'elle n'ait pas pu aboutir parce que l'amendement qui devait lui permettre de vivre n'a pas été voté, mais elle le sera sans aucun doute au lendemain de l'élection municipale. Enfin, Monsieur Béliard n'est pas d'accord. Oui, mais c'est moi qui serai maire de Paris si les Parisiens m'en donnent la confiance. Vous voyez. Et d'ailleurs, j'ai porté cette proposition. Non, parce que dans l'accord, normalement, il devait y avoir arrêt de la bétonisation, notamment Bercy-Charenton, le TEP Ménilmontant, Ordonnaire-Poissonnier. Ce sont des zones. Non, c'est pas ça. C'est que dans l'accord, il y avait ça, et la police municipale, ils n'en veulent pas. Donc c'est pour ça que... Mais en l'occurrence, la maire de Paris que je suis aujourd'hui a déjà porté le projet de police municipale. Et si je suis élue au soir du 28 juin, il y aura une police municipale, c'est pour la clarté vis-à-vis des électeurs. Si vous le voulez, mais enfin, en tous les cas, c'est moi qui suis candidate à la mairie de Paris. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Oui, la compétence de l'espace public, la tranquillité publique, c'est une compétence du maire. Moi, maire de Paris, je veux vous dire, à chaque manifestation... Mais pas l'ordre public. Ah, attendez. Moi, maire de Paris, j'aurais reçu l'ensemble des organisateurs des manifestations. Alors vous passeriez vos journées à ça? Mais attendez, vous savez, vous avez tellement d'adjoints, il y en a certains qui peut-être ça les occuperait un peu. Non mais je recevrais, effectivement, normalement l'adjoint à la sécurité, il peut le faire. On reçoit les organisateurs. D'une part, ça permet de déterminer avec eux aussi le parcours et de les responsabiliser. Moi, j'ai reçu des délégations de Gilets jaunes. Vous avez remarqué, Madame Hidalgo, vous avez remarqué que dans le 7e arrondissement, on a été relativement épargné parce qu'effectivement, avec le préfet de police, on peut déterminer... La place des Invalides Non, mais ça, c'est récent. Ça date... Oui, mais vous êtes toujours maire du 7e. Et en ce moment, les Invalides sont souvent le théâtre des violences. Il y a souvent des manifestations là-bas. Il y a souvent des manifestations, celle qui a dégénéré, c'est quand même nouveau. Ce qui s'est passé là, c'est quand même nouveau. C'est pour ça que je dis, il faut recevoir les organisateurs des manifestations. Ce sont des citoyens responsables. Vous ne croyez pas que les Gilets jaunes, ils avaient des revendications légitimes sur leur pouvoir d'achat? Faudrait que vous demandiez. Non, mais c'est pour ça. Donc on les reçoit, on les responsabilise, et comme pour les événements festifs, et ça s'encadre. Il ne faut pas oublier que moi, maire de Paris, une chose est sûre. Sur la sécurité, je mettrai en œuvre une politique de sécurité et une politique pénale dans quel cadre? Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance que le maire de Paris préside. Vous avez d'un côté le préfet de police en lui disant quelle est la délinquance et où est la délinquance, et le procureur de la République en lui disant je voudrais une politique pénale adaptée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est de créer cette police municipale armée dans chaque arrondissement. Pourquoi? Parce que vous disiez effectivement, ils ne peuvent pas s'attaquer au réseau de trafiquants de stupes. Les démantèlements de filières, il faut le laisser à la police nationale. Mais attendez, la police municipale peut aider, dans les enquêtes. Mais vous voulez une police municipale armée, Rachida Dati. Oui. On va parler après avec Agnès Buzyn. Mais vous lui donnez un certain nombre de... Vous avez des mots très forts, les territoires perdus de la République, les marchands de mort, un tiers du 20e arrondissement de Paris devenu une zone de non-droit. Est-ce que vous voulez des shérifs dans la ville? Non. Madame Elkrief, rétablir la sécurité, la tranquillité publique, c'est être shérif, c'est juste la tranquillité. Il y avait plus de 60 000 Parisiens qui ont quitté Paris sous cette mandature. Moi, je serais maire, j'aurais autant d'habitants qui partiraient. J'estime que c'est un échec. Vous voulez que je vous dise? Oui, on va rétablir. Je vais vous dire tous les endroits où je suis allée. Lieu de prostitution, 24 heures sur 24. Château-Rouge, Belleville, boulevard de Saint-Denis. Lieu de prostitution de mineurs, Madame Hidalgo. Allez rue Max Dormoy jusqu'à La Chapelle. Je connais. Il y a des mineurs, ils se prostituent pour 4 € la passe. Qui doit le faire alors? Parce que vous vous renvoyez la balle, mais qui doit le faire? Parce qu'on est des Parisiens comme vous tous, et là on se dit, mais qui doit le faire? La police nationale. Je viens de vous dire, les quartiers entiers interdits aux femmes. Ils sont... Quartier La Chapelle, quartier Saint-Blaise, quartier de la Goutte d'Or, interdit aux femmes. Donc c'est la police armée, la police municipale armée que vous préconisez qui doit s'en occuper? La police nationale, d'ailleurs je rends hommage à la commissaire Auster du 18e arrondissement, qui avec ses agents,
tous les jours récupèrent l'espace public. Ils appellent la mairie en disant « Reprenez possession de votre espace public ». La mairie est aux abonnés absents. Une police municipale qui soit localisée dans chaque mairie d'arrondissement, elle maintiendra cette possession et la tranquillité publique. C'est une police municipale pour lutter contre la délinquance du quotidien. Rue Marc-Zormois, il y a un carrefour. Mais le directeur dit « Je ne peux plus embaucher une femme comme caissière ou comme agent ». Donc, il faut... Attendez, juste, je termine. Sur cette police municipale armée, installée dans chaque arrondissement, réactive et qui soit en complément de la police nationale. Et ajouter à cela un dispositif de vidéoprotection pour réagir très vite à le moindre Et là-dessus, d'ailleurs, vous êtes toutes les droits pour continuer et avoir davantage de vidéosurveillance. Je suis d'accord pour la police municipale à l'échelle aussi des arrondissements. Sur cette police municipale, vous êtes donc toutes les trois pour, mais on a compris certaines armées ou non. Ça n'est pas votre cas, en effet, Anne Hidalgo, mais Agnès Buzyn, pour vous, quand on voit la nature de la délinquance, il vaut mieux être armé. C'est 5000 policiers formés et armés nuit et jour, joignables 24 heures sur 24 par téléphone, équipés de caméras piétons, forces de sécurité dans les transports jusqu'à 22 heures, wagons sécurisés. Ils doivent aussi s'occuper de la circulation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de leur en demander trop? Non, ça c'est sûr. Nous l'avons travaillé. Nous l'avons travaillé avec des spécialistes. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui connaissent les quartiers, qui sont en lien avec les maires d'arrondissement, qui soient armées, parce qu'on ne peut plus laisser quelqu'un avec un costume de policier qui va être la cible. Je pense à Xavier Jugulé qui a été tué sur les Champs-Élysées ou à Clarissa Jean-Philippe qui a été tuée. On voit bien que les policiers sont des cibles aujourd'hui de terroristes. Donc on ne peut pas imaginer qu'ils se promènent dans les rues de Paris la nuit sans armes. Mais par contre, une caméra piéton et surtout une formation à la lutte contre les discriminations, à l'accompagnement par exemple des personnes droguées parce que c'est compliqué. Je pense à la place de Stalingrad aujourd'hui qui est un endroit où il y a énormément de toxicomanes, où les gens ne peuvent plus sortir du métro et rentrer chez eux. Aujourd'hui, cette police municipale, elle doit impérativement se déployer dans les rues de Paris pour décharger... Mais vous avez toutes les deux dit, d'ailleurs, Rachida Dati et Agnès Buzyn, que s'ils n'étaient pas armés, ils seraient des cibles. Vous maintenez tout de même, Anne Hidalgo, une police non armée? Bien sûr. Madame de Malherbe, je n'ai pas... Parce qu'on n'a pas le même dispositif. Parce que moi, j'ai un dispositif sur un arrondissement avec un chef de la police municipale, un centre de supervision avec un superviseur. On n'a pas du tout la même conception parce que... Mais sur cette question des policiers non armés qui seraient des cibles, qu'est-ce que vous leur dites? Le choix que j'ai fait en proposant cette police municipale, qui sera bien sûr déconcentrée dans chaque arrondissement, c'est qu'elle ne soit pas armée d'armes létales. Et c'est d'ailleurs le choix qui a été fait par la plupart des maires des grandes villes de France ou des grandes villes du monde. Pourquoi? Parce que la police municipale, c'est une police de la tranquillité publique, c'est une police de la prévention, la délinquance du quotidien, et que cette police-là, y compris dans le rapport à la population, n'a pas, de mon point de vue, à être armée, mais c'est le choix majoritaire qui a été fait par beaucoup de maires. Vous en parlerez à Bordeaux, vous en parlerez à beaucoup d'autres maires, à Nantes, on voulait également vous poser une dernière question sur cette question de la sécurité du débat. Agnès Buzyn, allez-y, vous voulez réagir? Aujourd'hui, je pense que Paris, en réalité, est le lieu de la délinquance, non seulement de personnes habitant Paris, mais de personnes qui viennent du Grand Paris. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'il y a énormément d'armes qui circulent. Et je pense que de laisser des gens être exposés la nuit dans des quartiers difficiles sans avoir les moyens de se défendre, en fait, fait en sorte qu'ils ne pourront pas aller dans les endroits où justement nous avons besoin d'eux, qui sont justement ces quartiers perdus de la République. Donc je pense que ça n'est pas raisonnable en 2020, je n'aurais pas dit la même chose il y a 10 ou 15 ans, mais d'exposer des gens à se promener la nuit dans des quartiers extrêmement difficiles sans être armés. Oui, mais quand j'avais, moi, dénoncé lors de la campagne du premier tour les territoires perdus de la République, et notamment sur les trafics de stupes, les menaces vis-à-vis des familles, les quartiers interdits aux femmes, à l'époque, on m'avait dit que je stigmatisais ou que j'en rajoutais. C'est une réalité parisienne en 2020. On va écouter à présent, justement, vous évoquez la situation de ces territoires perdus de Paris notamment et de la question de la toxicomanie. Je ne peux pas laisser dire qu'il y a des territoires perdus pour la République à Paris. Des femmes mais il y a des endroits où on également les Parisiens, parce qu'on a un Parisien qui va nous expliquer ce qu'il vit au quotidien. Qui ne peuvent pas circuler dans des rues, des femmes. Écoutez, alors cet homme-là, c'est Éric Faraud, il habite dans le 10e arrondissement de Paris. C'est l'un aussi des quartiers de Paris où on est confronté à la drogue au quotidien. Bonsoir
Éric Faraud, vous habitez tout près de la salle de shoot. C'est cette salle de consommation à moindre risque qui est située tout près de l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement de Paris. Vous êtes père de famille et vous décrivez une situation assez difficile d'insalubrité et d'insécurité dans les rues de votre quartier depuis que cette salle a été mise en place en 2016. Expliquez-nous votre situation. Vous estimez que cette salle de shoot, elle n'est pas la bonne solution forcément et que la situation aurait même empiré depuis la fin du confinement. C'est un bon résumé. Déjà, bonsoir, merci beaucoup. En fait, effectivement, j'habite à côté de la salle de shoot, à côté de l'hôpital Lariboisière, à côté de la gare du Nord. Et effectivement, depuis que la salle de shoot a été ouverte, sans qu'il y ait aucune concertation avec les riverains, on a vu se développer la toxicomanie qui a effectivement lieu dans la salle de shoot, mais surtout dans les rues adjacentes, puisque 300 mètres autour de la salle de shoot, vous pouvez vous balader avec votre consommation de drogue. Les dealers ont bien compris ça et se sont installés. Bien évidemment, on voit passer sous nos fenêtres, moi j'ai 3 filles, mesdames, j'élève 3 enfants dans un quartier cosmopolite que nous avons choisi. Et pourtant, aujourd'hui, je réfléchis à m'en aller parce que c'est devenu insupportable, parce qu'on a des gens qui se shootent sous nos fenêtres, dans les parkings, vous avez parlé des véhicules qu'a mis la mairie à la disposition des Parisiens. Nous, on nous les a enlevés parce que tous les 15 jours, ces gens-là prennent ces voitures et les utilisent comme une salle de shoot pour eux. Et moi, j'ai 3 filles. Imaginez-vous élever des enfants alors que dès que vous ouvrez une fenêtre, vous voyez quelqu'un qui se shoote, ou alors ils se disputent, ou alors ils font leurs besoins entre les voitures, ça à toute heure du jour et de la nuit, tous les jours. Et moi, j'ai clairement parlé avec Madame Cordobar, le maire du 10e, qui n'a rien fait. Aujourd'hui, les policiers, on nous envoie un quart de CRS de gens qui viennent pas de Paris, donc qui ne connaissent pas le quartier et qui ne peuvent rien faire. Ne peuvent rien faire. De toute façon, il y a une loi qui empêche la police d'agir. Donc c'est de pire en pire. Et moi, si vous voulez, quand mes enfants sortent, je vis l'enfer. Imaginez 3 filles qui se déplacent dans Paris avec des agressions, des gens qui se hurlent dessus, et encore une fois, toute cette toxicomanie et les dealers qui font leurs affaires. Et bien Éric Faraud, merci pour cette situation que vous avez expliquée ce soir dans cet arrondissement, dans le 10e arrondissement, tout près de cette salle de shoot. Agnès Buzyn, en tant qu'ancienne ministre de la Santé, en tant que médecin, ici on a à la fois une question de sécurité et une question de santé. Est-ce que cette salle de shoot, elle est efficace et est-ce qu'on peut sécuriser les abords? De quelle manière est-ce que, par exemple, cette police municipale dont vous parlez depuis tout à l'heure pourrait résoudre la question? Alors, d'abord, je comprends à quel point monsieur est démuni. Parce que c'est vrai que c'est très angoissant. Un toxicomane, aujourd'hui, qui vient de prendre un shoot, il est difficile à contrôler. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques. C'est très angoissant. Et donc, aujourd'hui, la toxicomanie, elle doit être prise par 2 angles. L'angle de la sécurité. Et là, la police municipale peut sécuriser ces quartiers en empêchant et en empêchant les dealers de s'installer, par exemple. On entend ce monsieur qui a prévenu plusieurs fois, notamment à la mairie d'arrondissement. La loi Touraine les en empêche. 300 mètres autour de la salle, les policiers n'ont pas le droit de faire. Justement, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut les 2 angles, un angle de la sécurité et un angle médico-social. Or, aujourd'hui, cette salle de shoot, elle est en fait... Le dispositif n'a pas été pensé dans sa globalité, c'est-à-dire les alentours n'ont pas été pensés et l'accompagnement des personnes après leur shoot est insuffisant. Qu'est-ce qu'il manque dans la chaîne? Ça nécessite d'ouvrir des appartements thérapeutiques, c'est très compliqué. Ça nécessite des équipes de psychiatrie mobiles qui viennent des hôpitaux avec des assistantes sociales. En réalité, c'est un dispositif qui se conçoit de façon très complexe avec les hôpitaux. Quand on entend ce témoignage, Anne Hidalgo, est-ce que vous vous sentez correctement? Est-ce que vous vous sentez responsable? Est-ce qu'à un moment vous vous dites c'est quand même notre mise en place. Quand vous entendez ce témoignage, est-ce que vous vous dites il y a quand même un vrai problème? Il y a un truc qu'on a raté. Dans ce témoignage, il y a 2 choses. D'abord, les trafics de drogue, de stupéfiants à Paris, la consommation dans l'espace public. On l'a vu, je me suis battue pendant des mois et des mois pour que la colline du crack... mais restons sur cet exemple. Je donne cet exemple et permettez-moi de terminer. Parce que c'est un sujet très important. Et donc, il y a un sujet de trafic de stupéfiants qui doit être pris de façon beaucoup plus sévère
toute la chaîne d'ailleurs, hein, à la fois sur la police qui aujourd'hui n'est pas suffisamment nombreuse pour pouvoir intervenir parce qu'elle est mobilisée sur le maintien de l'ordre et parce que mais est-ce que votre dispositif, on travaille très sérieusement avec un dispositif je vais y venir parce que c'est un dispositif auquel je tiens beaucoup. Mais ensuite, avec le procureur de la République, évidemment, pour que la chaîne pénale et les condamnations se fassent. On travaille aussi sur une autre dimension qui est la dimension de santé publique. Parce qu'évidemment, pour pouvoir traiter le problème des personnes, et notamment, je pense, à la toxicomanie, au crack, il faut aussi des lits en aval. La salle de shoot, et ça n'est pas fait. J'en ai parlé avec la directrice de la salle de shoot. Oui. La directrice de Gaïa nous a confirmé qu'il n'y avait aucun soin. Voilà. Non, ça n'est que le moyen de leur permettre de se la salle, pardon de ne pas l'appeler salle de shoot, parce que en soi, c'est déjà une position particulière de l'appeler salle de shoot. C'est une salle de consommation à moindre risque. Est-ce que vous y êtes allée, Madame Hidalgo ? Bien sûr que j'y suis allée. Dans la salle de shoot. Bien sûr que j'y suis allée. Mais parlons des riverains et pas seulement de ceux qui se shootent. C'est une salle qui, avec des médecins, au sein de la Riboisière, est dédiée à diminuer la dépendance et à traiter avec des médicaments des personnes qui sont toxicomanes. Que autour de cette salle de consommation à moindre risque, il y ait des débordements qui ne sont pas... Est-ce que je peux quand même répondre ? Attendez, elle va finir et je vais vous donner la parole à toutes les deux. On va vous donner la parole à toutes les deux. C'est une mesure de santé publique. Évidemment que pour... que ce soit et que cela fonctionne, il faut autour aussi, c'est le cas, on travaille beaucoup avec le préfet de police, une présence policière autour. Mais pour ce qui est de ce type de salle, je suis pour ce type de salle, parce que ce type de salle est une réponse médicale, est une réponse sociale à un problème qui est aussi médical et social. Et personne ici, je vous mets au défi, de me dire où est votre baguette magique pour moi, je vais vous dire, régler au moins, le sujet de la toxicomanie, du crack, par exemple, des toxicomanes. Alors, la première réaction, quelle est votre baguette magique ? Et à Bordeaux aussi. Non, mais qu'il ne fonctionne pas comme celle de Paris. Je ne crois pas que Mme Buzyn ou Mme Hidalgo y soient allées. C'est une salle. Non, je l'ai même inaugurée. Je la connais très bien et je connais très bien l'association Gaïa qui fait un travail remarquable sur la réduction des risques. Je peux aussi dire, j'y suis allée. Très bien. Et vous dites qu'il y a des médecins. Non, c'est une salle qui effectivement, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les travailleurs sociaux de cette association Gaïa. Je vous le dis, et c'est une association que je soutiendrai si je suis élue maire de Paris. Je vais vous dire pourquoi. C'est une salle, et je parle sous le contrôle de monsieur, parce que moi je vous écoute, monsieur, je ne suis pas dans le monologue. J'y suis allée, et vous me direz si j'ai tort. C'est une salle qui est dans l'hôpital La Riboisière, mais qui n'est pas... C'est pas sanitaire, il n'y a pas de médecin. C'est un choix que j'ai fait d'ailleurs, qu'elle soit dans l'hôpital de la Riboisière. Non, c'est un local mis à disposition. Oui, d'accord. Vous avez fait un choix qui est comme votre politique, symbole sans résultat. Pourquoi ? On met une salle symboliquement dans l'hôpital, mais il n'y a pas de médecin. Il y a les travailleurs sociaux, il y a une infirmière qui passe de temps en temps. Et moi, je veux vous dire, j'y suis allée, et Mme Buzyn dit, quand ils sont drogués, ils sont dans un tel état. Les toxicomanes, quand ils sont en manque, c'est terrible. Ils sont en manque, puisque la salle est ouverte. Alors, votre solution. Elle est ouverte sur des horaires de 9h à 17h. Avant, tout le monde est devant la salle de shoot et dans un état épouvantable. Et quand c'est fini, de la même manière, avec tous les dealers autour, et là où monsieur a raison, c'est qu'on ne peut pas interpeller aux abords d'une salle de shoot. On ne peut pas. Donc même si on met la police nationale, on ne peut pas démanteler les filières. Et cette salle, elle a été imposée contre les habitants. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, si on met des salles de consommation à moindre risque, c'est simplement d'abord d'y mettre un aspect sanitaire. Il faut essayer d'abord de pouvoir travailler sur la sortie de cette addiction. Parce que moi j'ai vu ces gens là où monsieur non, parce que comment c'est la question sécuritaire. Non, Madame Buzyn, je termine. Madame Buzyn, je termine. Allez-y, terminez, mais elle a du temps à rattraper. Je termine. J'ai beaucoup de retard de temps. Oui. Allez-y. Dans cette salle, et monsieur a raison, moi je suis allée voir, ils se droguent, toutes les voitures aux alentours sont des salles de shoot ou sont des salles de prostitution. Vous savez ce qu'ils ont fait en disant, il y a des problèmes, il y a un parking juste en face. Ils ont grillagé l'entrée du parking parce que tout le monde était dans le sous-sol du parking. Vrai ou pas, monsieur ?
J'y suis allée. Alors, et effectivement, l'annexe de cette salle de shoot, elle était dans le parking. Donc il faut mettre des médecins. Madame Dati, voilà, on a bien entendu. Il faut médicaliser. Madame Hidalgo dit que c'est déjà le cas. Madame Buzyn, comment c'est bien? C'est pas vrai, il n'y en a pas. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est la posture aujourd'hui de Madame Hidalgo sur ces questions-là. Parce qu'en réalité, quand on vous entend, tout va bien. Vous avez fait une salle de shoot. Non, je réclame beaucoup plus de policiers pour lutter contre, les trafics de drogue. Quand c'est de la faute des autres, ça, effectivement, vous savez c'est une vers qui vous tournez, mais quand c'est votre responsabilité, tout va bien. Donc en réalité, nous avons une mairie aujourd'hui qui dit que tout va bien en termes de transport, tout va bien en termes d'espace public, tout va bien en termes de toxicomanie, tout va bien en termes de sécurité, tout va bien en termes de propreté. Et quand c'est pas fait, ça sera fait. Donc ça ira bien la prochaine fois. Donc il y en a certains qui vont sur le terrain pour. Mais vous revenez ou pas sur la salle de consommation à moindre risque? Vous avez été ministre de la Santé, alors contre, je dis que le problème, vous la soutenez, vous ne la soutenez pas? Est beaucoup plus complexe que d'installer simplement une salle ouverte. Ah oui, ça nécessite un dispositif qui doit être travaillé avec la préfecture de police de Paris. Vous croyez que ça n'a pas été fait? Vous croyez que ça n'est pas fait? Ça ne fonctionne pas, visiblement. Vous croyez que ce n'est pas un sujet qui nous occupe régulièrement avec le procureur de la République et avec le préfet de police? Vous considérez que ça fonctionne bien? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, Madame Buzyn, quelle est votre solution? Quelle est votre solution? Une salle ouverte? Non, je dis que ça nécessite un dispositif plus intégré avec la police, avec les médecins, avec les psychiatres, avec des travailleurs médico-sociaux. Oui, mais ça, c'est du principe. Ensuite, permettre à ces gens-là d'entrer dans des appartements thérapeutiques où on va pouvoir les soigner, car en réalité, ce sont des gens qui sont malades. Il faut les prendre comme des malades et donc les soigner. Et vous faites quoi à la Riboisière? Vous la maintenez? Vous ne la maintenez pas, cette salle de consommation à moindre risque? Je travaille avec tous les acteurs pour trouver la meilleure solution qui permette aux habitants de quartier de pouvoir continuer à y vivre. Non, mais la loi prévoit. Madame Buzyn, vous savez que ceux qui vont dans cette salle de shoot, moi j'y étais et j'ai vu ceux qui sont... Ils sont tellement exclus. Déjà, il faut psychologiquement, ils ne savent plus, ils n'ont pas de papier, c'est toxicomanes. Donc il y a un processus effectivement d'insertion, mais c'est pas les appartements thérapeutiques. Il faut que dans ces salles, il y ait soit des postes de médecins, soit des postes de psychiatres dans cette salle. Aujourd'hui, c'est un leurre, c'est en façade, c'est un local mis à disposition par l'hôpital, mais il n'y a pas de médecins. Il n'y en a pas. Moi, je les ai rencontrés. J'y suis allée. Je ne sais pas si vous y êtes allée, Madame Buzyn. C'est toi. Oui. Je ne crois pas que vous avez rencontré l'association Gaïa. Vous êtes allé dans la salle de shoot? Non, pas à l'intérieur. Ah ben voilà, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas allé, et vous n'êtes pas allé même pas aux abords. C'est pas une salle ouverte, c'est un lieu je ne suis fermé. pas allée à l'intérieur. Même pas dans le parking qui est en face, qui est l'annexe. Alors, quand c'est fermé, voilà les positions de chacune. Et ça se reporte dans les halls d'immeubles. On a bien compris, on a bien entendu. On a bien entendu les positions de chacune sur ces questions. Il y a d'autres sujets à évoquer. Notre sondage et la Berger-Levrault évoque les priorités pour la prochaine maire de Paris et 47% des Parisiens disent la propreté et l'entretien de la ville. Juste avant, la sécurité, la protection de l'environnement, le logement et les transports en commun. Si on s'arrête sur cette question de la propreté, d'abord, à toutes les trois, est-ce que vous estimez qu'il y a, oui ou non, un problème de propreté à Paris? Est-ce que vous, Madame Hidalgo, quand vous voyez que pour 47% des Parisiens, c'est la priorité, est-ce que d'abord c'est votre priorité aussi? C'est bien sûr une priorité parce que une ville propre, c'est une ville aussi qui répond d'abord à un critère de qualité de vie pour tous ses habitants et qui répond aussi à l'ambition environnementale que je porte. Et le premier geste écolo, c'est sans doute de ne pas jeter par terre un papier, un mégot et encore moins en ce moment un masque. Il faut bien sûr sur la question de la propreté que l'on gagne tous en civisme, qu'on rehausse le niveau de civisme, que chacune et chacun se sente responsable. Et puis il faut des moyens, évidemment, puisqu'une collectivité est là aussi pour prendre en charge des services collectifs et celui de la propreté est très important. Ces moyens, ils sont importants. C'est plus de 500 millions d'euros aujourd'hui par an qui sont dépensés sur le budget de la ville pour la propreté. Il faudra aller plus loin, mais surtout, et je pense que là-dessus on a des points de convergence, il faudra une grande déconcentration. Je suis entièrement d'accord. Qu'on avait demandé en 2014, Madame Oui, Hidalgo. c'est vrai, mais je pense qu'il faut, et voilà, les choses, Paris
ne s'est pas fait en un jour. Et en tous les cas, je veux porter un vrai Big Bang de la proximité. Nous, il peut être en un jour. Avec moi, ça peut un être Big en un Bang jour. de la proximité dans lequel les maires d'arrondissement auront aussi un rôle plus important. Mais il y a un dernier point sur la propreté. Il faut aussi que l'on puisse sanctionner les comportements irresponsables et les comportements irrespectueux. Comment? Avec des amendes qui soient significatives. Je salue ce qui a été fait par Brune Poirson, qui a été d'augmenter à 135 € l'amende qui était à 67 ou 68 €. C'est bien, c'est déjà un début, sauf que ce n'est pas suffisant. Sauf que dans les ça n'est faits, pas souvent, suffisant. elles ne sont pas appliquées, ces Ça amendes. n'est pas suffisant et je pense qu'il faudrait des amendes beaucoup plus dissuasives et qu'on laisse les maires fixer le montant. Je voudrais être dans la situation du maire de New York qui a des amendes dissuasives. Je vous assure, si quelqu'un se fait effectivement attraper sur un geste qui est un geste quand même qui salit notre ville et qui la dégrade et qu'il est lourdement sanctionné, les choses, la pédagogie passe aussi par la sanction. Nous avons progressé, puisque maintenant la ville de Paris considère que la propreté est un sujet. Donc nous sommes, je pense, heureuses tout ici de savoir que la mairie de Paris envisage d'investir la question de la propreté. Aujourd'hui, c'est vraiment désastreux dans les villes. Je pense que sur le plan de l'hygiène, ça n'est pas bon. On voit les rats qui pullulent dans la ville. Et je pense qu'il faut évidemment déléguer la propreté aux maires d'arrondissement. Ils sont les plus à même de savoir quand doivent passer les bennes à ordures, où sont les lieux les plus sales, quand est-ce qu'il faut changer les poubelles. Il faut mettre des poubelles de tri. Ça n'est pas raisonnable au XXIe siècle, alors qu'on est en train de changer toutes les poubelles de Paris, que chaque poubelle coûte 1 000 €. C'est vrai que c'est pas rien, 1 000 €. On a réinstallé des poubelles qui ne sont même pas des poubelles permettant le recyclage et le tri dans Paris. Donc même si les citoyens ont envie de faire un geste écologique, ils ne le peuvent pas aujourd'hui dans l'espace public. Ensuite, il faut augmenter le recyclage. Vous savez qu'aujourd'hui, nos ordures ne seront recyclées qu'à 20%. Dans des villes comme San Francisco, c'est 80%, donc on a une marge de progrès pour le recyclage. On fait tous l'effort de trier nos poubelles chez nous. Il n'y a pas de recyclage au niveau centralisé, donc il faut qu'on recycle plus. Et puis, il faut que quand les gens salissent, la police municipale puisse mettre des amendes. Tu salis, tu nettoies. Ça peut aussi être des travaux d'intérêt général. Ça, c'est pas parce possible, que c'est une police de proximité, une police municipale ancrée dans les quartiers. Elle peut sanctionner les gens lorsqu'il y a évidemment un acte non civique vis-à-vis de la propreté. Et puis surtout, et là vraiment je plains les agents de la ville de Paris, ils travaillent avec un équipement totalement obsolète. En réalité, aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui balaient les rues, d'abord, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ils balaient avec des balais en plastique. C'est comme si on nettoyait notre appartement avec une brosse à dents. Donc aujourd'hui, ça n'est pas digne. Il faut les équiper de ce qu'on appelle des glutons. Des glutons, c'est des choses qui aspirent la saleté. Il faut qu'ils soient beaucoup plus présents dans les rues. Et ça, il faut donner la main aux maires d'arrondissement pour organiser et pour réguler la propreté dans leur arrondissement, y compris sur les agents de la ville de Paris. Voilà, sur les questions de la propreté. Il y a une question qu'on voudrait vous poser sur le logement qui est très importante. Non, mais moi, sur la propreté... Alors, en quelques secondes, parce que... Mais vous êtes à égalité à peu près du temps de parole. On essaye d'être extrêmement régulière sur le temps de parole, parce que c'est très important. Oui, mais c'est donc, des si vous sujets voulez bien... majeurs. Oui, c'est un sujet majeur, mais sur la sécurité, vous avez beaucoup parlé, donc sur la propreté, allez-y. Mais vous inquiétez pas, les autres sujets seront majeurs aussi. Allez-y. Vous disiez, est-ce que finalement... Non mais Paris a été sale avant le confinement, très sale pendant le confinement. Et là, Mme Hidalgo disait oui, mais c'est la faute des autres, les citoyens, on n'est pas civiques. Pendant le confinement, il n'y avait personne. Alors s'il y a peut-être un responsable, c'est peut-être les rats, parce que ça a proliféré pendant le confinement. Ça a bien circulé. Votre solution ? Et ça risque d'être bien pire après. Qu'est-ce que vous faites sur les rats ? Mme Hidalgo dit, j'ai déjà mis 500 millions, mais je vais rajouter 500 millions. Mais à 2 jours des élections, pourquoi pas 1 milliard ? Pourquoi ça pas fait 3 1 milliard milliards d'ailleurs, 2 fois 500. Oui, voilà, 2 fois 500 milliards, pourquoi pas 3 milliards ? À 48 heures de l'élection, on peut tout dire, on peut tout faire. Non, mais la propreté, c'est un vrai problème à Paris. On a piétonnisé plus de 30% de l'espace public et on a réduit les effectifs des personnes de la propreté sur le terrain. Moi, j'ai reçu les représentants des agents de la propreté. Ils m'ont dit, pas de vision, pas de direction, pas d'instruction. Ils font comme ils peuvent ou comme ils veulent. Si je suis maire de Paris, je réorganise la direction de la propreté. C'est-à-dire que, d'abord, je délègue la compétence au maire d'arrondissement. 2, je modernise les équipements de nettoyage et de collecte des ordures.
Moi, je l'ai fait dans mon arrondissement parce que comme j'ai pas la compétence, j'ai expérimenté avec une entreprise d'insertion qui nettoyait en complément des agents de la ville. Et 3, sur la collecte. Moi, je veux bien externaliser l'ensemble de la collecte des ordures à des entreprises d'insertion ou solidaires et écologiques qui d'ailleurs facilitent et permettent le respect de la biodiversité et notamment du recyclage des déchets. C'est une organisation, c'est une vision, une direction pour un Paris propre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une brigade dédiée spécifiquement pour les lieux qui sont très utilisés et qui sont souvent dégradés. On voulait vous poser également une question sur ceux qu'on a applaudis pendant toute cette période du confinement. On les a applaudis, vous parliez à l'instant notamment des agents de la mairie de Paris qui ont continué à travailler sur la voirie, le personnel soignant, les caissiers, les professeurs, les policiers et donc les agents d'entretien. On les a applaudis, sauf que la plupart du temps, ils ne peuvent pas vivre dans Paris. Qu'est-ce que chacune d'entre vous avez dans votre programme pour permettre à ceux qui ne sont pas suffisamment pauvres pour bénéficier des logements de la ville, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens pour autant pour pouvoir se payer un logement dans Paris? Qu'est-ce que vous faites pour eux, Agnès Buzyn? Alors, c'est très clair. D'ailleurs, c'était une promesse de la mairie de Paris. Il faut réserver des logements sociaux aux agents de la ville de Paris qui, pour autant, ont un revenu légèrement supérieur au plafond parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans le parc privé. Je pense aux infirmières. Aujourd'hui, si l'assistance publique est dans un tel état de difficulté, c'est notamment parce que l'assistance publique Hôpitaux de Paris n'arrive pas à recruter des infirmières. Elles préfèrent travailler et vivre en dehors de Paris parce que leur revenu ne leur permet pas d'habiter dans Paris. La mairie de Paris avait prévu de réserver 500 logements par an dans le cadre du renouvellement du parc de logement social aux infirmières. En pratique, il n'y en a eu qu'une cinquantaine par an qui ont bénéficié de ces logements. Donc il faut faire remonter le critère service public, agent du service public, dans les critères d'allocation des logements sociaux. Le parc se renouvelle régulièrement. Il y a une insuffisance de prise en compte de certains déterminants. Je pense notamment aux agents du service public. Je pense aux familles monoparentales qui ont beaucoup de difficultés, qui font partie des familles les plus pauvres. Et donc on a moyen aujourd'hui de mieux répartir les logements sociaux, d'éviter en plus une ghettoisation, puisque les logements sociaux aujourd'hui dans Paris sont dans certains endroits des vrais ghettos. J'ai rencontré l'association Quartier du Soleil, porte de Champéret, il y a 15 jours, et ils m'expliquaient qu'il y a un phénomène il y a un manque de diversité à la fois dans les HLM de la ville de Paris et à la fois dans les écoles alentours qui pose problème pour l'intégration. Et donc on a absolument besoin de diversifier les personnes qui accèdent au logement social et de faire plus de mixité sociale aujourd'hui. Et on peut le faire par des choix. Par rapport aux personnes que vous voulez choisir ou par rapport à quoi? Non, par rapport à des critères. Vous faites remonter dans les critères de choix d'attribution des logements sociaux certains critères comme agent du service. Avec le DALO qui d'ailleurs la plupart des logements attribués par l'État sont des logements DALO. Vous aviez déjà sur leur pour les infirmières et dans le parc social que nous construisons, puisque je dois dire quand même qu'à Paris, Madame nous sommes aujourd'hui à 22,6% pour les infirmières, il y en a eu 22,6% de logements sociaux à Paris, et notamment pour ces catégories-là. Et pour ces personnes dont on parlait à l'instant, qui ne rentrent pas forcément dans les critères, parce qu'elles sont pas pauvres au point d'être dans les critères sociaux. Elles rentrent vraiment dans les critères. Donc il faut continuer à produire du logement social, évidemment. Donc continuer à construire. À construire et à transformer des bureaux en logements. Nous avons transformé 350 000 mètres carrés de bureaux en logements, mais il faut construire encore effectivement du logement à des prix abordables. Et notamment, j'ai pendant cette mandature réservé un logement sur 4 pour les agents publics. Un logement sur 4 qui est attribué est réservé à des agents publics et notamment les agents de la municipalité. On a 2 programmes très intéressants qui sont des programmes sur lesquels j'ai pu effectivement placer la barre plus haut sur, par exemple, les infirmières. C'est le programme à Saint-Vincent-de-Paul, sur l'ancien site de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où là, avec la PHP, nous avons porté ensemble le projet immobilier pour justement les personnels de la PHP. Et je pense à un autre lieu qui est dans le 3e arrondissement de Paris, qui vient d'être livré, ouvert, qui est magnifique, qui est une ancienne caserne de gendarmerie, la caserne des Minimes, mais qui est aussi exclusivement dédiée à des agents du service public. Donc il faut continuer, bien sûr.
Rachida Dati. Tout d'abord, quand vous avez 60 000 Parisiens qui quittent Paris, qui ont quitté Paris sous cette mandature, pour l'essentiel, c'est des familles. Dès qu'elles s'agrandissent, elles partent. D'abord parce que c'est cher, ensuite c'est sale, c'est insécurisé, et justement ce que vous disiez tout à l'heure, elles n'ont droit à rien parce qu'elles payent plein pot tous les services municipaux. Donc ça, c'est une mesure, moi je considère que quand on est maire, on retient les forces vives de la ville. Donc sur le parc privé ou intermédiaire, il faut une mesure pour retenir ces familles qui sont un peu au-dessus des Donc il faut aussi plus construire. Non mais déjà, il faut aider les familles à rester dans Paris quand le loyer n'est pas accessible. Notamment dans le 7e arrondissement, où vous êtes à 2,5% de logements sociaux. Madame Hidalgo, vous avez raison. Quel exploit. Oui, vous êtes maire de Paris. Parce que depuis tout à l'heure, moi je me demande si je suis à côté de la maire de Paris sortante ou une nouvelle candidate. Vous êtes maire depuis 6 ans, vous êtes première adjointe, ça fait 20 ans que vous êtes à la mairie de Paris. Moi je veux bien. Alors donnez-moi la compétence. Alors je vais vous dire. Ok, donnez-moi la compétence. Non, là, il y aura 0 logement social dans le 7e arrondissement. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne me suis jamais opposée au logement social. Je m'oppose à la politique de ghetto. Justement, c'est pour ça que je demandais à Mme Buzyn. Vous en êtes loin, hein, vous en êtes loin. J'en suis loin parce que je n'en veux pas. À 2,5%, on est loin du ghetto. On a vu les fractures dans le pays, ces politiques de ghetto. On a vu les conséquences. Madame Hidalgo, c'est très grave ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Ces fractures, ces affrontements communautaires. Et ben, ça se produit aussi à Paris, tout le nord et l'est, Madame Hidalgo. Vous savez, tout ce parc social qui a à peine 4 ans, qui a à peine 5 ans, qui est totalement dégradé, il n'y a même pas eu d'isolation thermique. Donc ce parc social, la première chose que je ferais, c'est d'isoler, de faire une isolation thermique pour tous ces appartements. Sur la composition, aujourd'hui il y a des bailleurs sociaux, chacun y va de sa composition. Moi je voudrais une cohérence dans les compositions des logements. Je ne veux pas qu'on mette la même catégorie dans le même immeuble, parce que vous le savez, ensuite, ça dégrade tout ce qui est environnement, les écoles, les centres de loisirs, tout ce qui est autour. Et donc, par exemple, dans le Nord et l'Est, vous avez par exemple des familles qui préfèrent rester dans des tout petits appartements ailleurs et ne pas accéder au logement social dans le Nord et l'Est tellement c'est dégradé. Moi, j'ai du respect pour les gens qui vivent dans le parc social. Donc, je le rénoverai, je le réhabiliterai, je l'isolerai, je ferai de l'isolation thermique. Mais de la même manière, si on se dit écologiste, Madame Hidalgo, il faut construire avec des matériaux écologiques. Oui, c'est ce qu'on fait. Des filières sèches, non. Cité Périchaud, biosourcé, Calverson, Rosa Parks. Stop ou encore? Cité des Envières. Bien sûr qu'il faut continuer. Bien sûr qu'il faut continuer. Avec quels matériaux? Avec des matériaux biosourcés. Ils sont dégradés. Les plafonds leur tombent dessus. Pas d'eau chaude, des tuyauteries. Alors la réponse d'Anne Hidalgo. Donc attendez, des filières sèches, le bois et la pierre, mais ils ont le droit au respect, ils payent leur loyer. Madame Hidalgo va répondre. Si on peut arrêter de pouvoir construire simplement pour en faire du parquage, c'est pas du bétail. Ils sont écœurés, exaspérés. Tous ces gens-là, Madame Hidalgo, ne votent plus. Vous les avez tellement écœurés, ça vous arrange. Oui, vous l'avez déjà dit. C'est pour ça. Oui, je le dis parce que c'est la réalité. Ça vous gêne que je le répète parce que c'est la réalité. Non. Mais à force de le répéter, peut-être que vous allez accepter cette réalité, de l'entendre parce que vous ne l'avez pas vue. Alors elle va répondre. On la voit tous les jours. Rachida Dati, elle va répondre. Madame Dati est une des principales opposantes à la politique de logement que nous portons depuis d'ailleurs 2001. Je suis contre la politique de ghetto. Vous avez parlé. On écoute la réponse. S'il vous plaît. Politique de mixité sociale. De dire, vous avez parlé. Anne Hidalgo. Non. 251 logements sociaux dans le 7e arrondissement. Au départ, il y avait une composition quasiment mono. Rachida Dati, vous êtes beaucoup exprimé là-dessus. Il faut qu'Anne Hidalgo puisse vous répondre. Non, il faut la laisser parler là. J'ai dû négocier. Non, vous arrêtez maintenant, s'il vous plaît. Pour que dans ces logements sociaux, nous ayons des militaires, nous ayons des assistantes maternelles, des policiers. C'est comme ça que j'ai accepté le logement social dans le 7e. Montrez votre sens de l'écoute. Montrez votre sens de l'écoute. Vous permettez que ce soit un dialogue et pas un monologue. Dans les logements que nous construisons, il y a un tiers qui est réservé pour les personnes les plus en difficulté, qui sont souvent soit avec des revenus, des minima sociaux, etc. Un tiers pour des catégories populaires qui rentrent dans les critères du logement social partout en France et un tiers pour des classes moyennes. Et dans chaque programme, nous avons tenu à équilibrer chaque programme. Dans les arrondissements de l'Est parisien, qui étaient les arrondissements où tous nos prédécesseurs avaient construit des logements sociaux en nombre très important, notamment dans les années 60, 70, 80, 90. Non, mais moi, je parle dans 2014, ces arrondissements-là, nous avons rééquilibré
en mettant et en proposant de l'accession à la propriété et des classes moyennes dans les logements qui sont proposés. Ça, c'est une première chose. Mais il faut aller plus loin. Vous savez, derrière ce discours, qui est un discours très, soi-disant, généreux, il y a quand même une volonté de ne Madame Dati, vous avez 23 minutes de parole. à faire de Paris une ville mixte. Moi, je veux continuer, y compris avec une proposition, et je termine là-dessus. Vous êtes la mère de la fracture territoriale. Si vous permettez, je termine. Attendez, donc vous êtes la mère de la fracture territoriale. Je termine aussi. Mais non, vous n'avez pas commencé. Madame Buzyn, vous allez avoir la parole. C'est promis dans un instant. Il faut finir pour l'écouter. Le monologue qui ne s'arrête pas fait qu'à l'arrivée, comme je suis extrêmement polie, en réalité, je ne peux pas parler. Là, donc je le dis. Vous me coupez la parole. Non, je ne vous coupe pas. C'est un monologue. Ça ne termine pas. Et donc, je vous le dis, vous êtes la mère qui a aggravé la fracture territoriale dans Paris. Si je peux terminer. Le vote est représentatif en réalité de cette fracture entre l'ouest et l'est parisien. Vous avez ghettoisé le nord et l'est de Paris avec des logements sociaux sans les commerces qui vont avec, sans les transports qui vont avec. Là, vous critiquez le bilan de Bertrand Delanoë, attention à vous. Parce que c'est depuis 2001 que nous faisons cette politique et vous avez mis dans les logements sociaux dans cet une seule catégorie de personnes. Il n'y a aucune mixité sociale et c'est bien dommage. Et puis c'est une écologie et un social de façade parce que ces logements sociaux, ils sont insalubres, ils sont délabrés. Je doublerai le budget alloué à la rénovation, notamment à la rénovation thermique, parce que ces logements sont des passoires thermiques, ça coûte cher et c'est indigne. Et donc je pense aujourd'hui que l'enjeu pour l'urbanisme moderne et pour l'écologie que je veux, pour préparer cette ville au changement climatique, c'est un urbanisme où quand on construit des choses modernes, c'est-à-dire qui tiennent compte du réchauffement climatique, qui tiennent compte de la rénovation thermique et sonore nécessaire pour les logements, de l'isolation thermique et sonore, et qui tiennent compte des espaces de vie tels qu'on les souhaite pour des habitants, qui ne soient pas des cages à lapins avec une insalubrité aujourd'hui qui est indigne. Donc je le dis, on a un enjeu d'urbanisme durable dans cette ville, ce n'est pas ce que vous avez fait, ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui dans le logement social, et je pense que ce sera aujourd'hui ce qu'attendent les Parisiens, parce que beaucoup ont besoin de ces logements pour rester dans Paris. Je vous laisse vraiment la liberté de juger l'architecture que nous avons déployée avec des architectes qui ont fait... Vous savez, il m'est arrivé un truc assez intéressant. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le 16e arrondissement, nous avons réussi quand même à faire un certain nombre de logements sociaux. Et un jour, je vais visiter, inaugurer un nouvel ensemble à la porte d'Auteuil. Et une dame me dit, vous aviez dit qu'il y aurait des logements sociaux, où sont-ils? Je ne vois pas les cages à lapins. Ben non, parce qu'on ne fait plus de cages à lapins depuis très longtemps, et d'ailleurs, heureusement, depuis 2001, nous avons modifié une pratique c'est pas une histoire de rénovation. Deux choses. Si je peux terminer... Vous avez déjà beaucoup parlé. Je veux bien. Je voudrais juste terminer ma phrase. Non, Rachida Dati, soyez gentille, elle va finir. Je termine ma phrase. Allez-y, bien sûr. D'abord, je propose, à côté de la politique en faveur du logement social, la création d'une société d'économie mixte pour aller chercher tous ces logements Airbnb qui ont fait fuir effectivement plus de 30 000 Parisiens, puisque c'est 30 000 logements en Airbnb. Aller les chercher, les remettre dans le parc locatif, mais à des tarifs inférieurs à ceux du marché actuel. Deuxièmement, pour que les choses soient claires, le budget alloué par la ville de Paris sur cette mandature qui vient de s'écouler à la rénovation thermique et à la rénovation des bâtiments est de 1,5 milliard. 1,5 milliard, notamment sur le parc social. Merci. Que vous avez récupéré, non? Merci. Non, merci. On a conclu ce chapitre. On a convenu ensemble d'une durée de l'émission. On va la respecter. On va la respecter. Mais vous allez encore vous exprimer parce qu'on accueille justement tout de suite David Doucan. David Doucan du Parisien aujourd'hui en France, qui a écouté bien sûr très attentivement tout ce débat. Et avec vous, David, c'est le moment de conclure et d'essayer d'aller plus loin en comprenant mieux peut-être certains points qui n'ont pas été suffisamment clairs. Rebonsoir Pauline, rebonsoir mesdames, avec une question politique d'abord. Pour mesdames Dati et Buzyn, peut-être que c'est madame Buzyn, Agnès Buzyn qui répondra étant donné les temps de parole. Est-ce que, mesdames, vous avez vraiment envie de l'alternance? Parce que je vous ai écouté, vous ne trouvez absolument aucune qualité à madame Hidalgo, ni à son bilan, ni à sa méthode. Et un peu partout dans le pays, La République En Marche, les Républicains se sont alliés pour le second tour. C'est
Strasbourg, Bordeaux, dans de nombreuses villes. Vous ne l'avez pas fait à Paris. Dans le 5e arrondissement. Exception faite du 5e arrondissement, je vais y venir, mais pas d'accord global, rendant ainsi quasiment impossible l'alternance dimanche prochain. Pourquoi ne vous êtes-vous pas alliés pour aller détrôner Madame Hidalgo? Agnès Buzyn. D'abord, vous le savez, une élection, ça n'est pas une addition des votes, ça n'est pas mathématique. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, la division n'est pas à gagner. Je m'adresse aujourd'hui à un électorat qui soutient le président de la République et qui soutient le gouvernement d'Édouard Philippe. Je m'adresse aujourd'hui à un électorat central, progressiste, qui est en faveur de l'action du président de la République et du Premier ministre. C'est un électorat de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, donner le vote à Mme Hidalgo ou donner le vote à Mme Dati, c'est clairement faire monter des oppositions à la politique qui est menée par le gouvernement. Et donc aujourd'hui, pour moi, il est essentiel que la représentation de la majorité s'exprime à Paris. Mon programme, il est central, il est équilibré, il est social. Donc l'enjeu n'est pas de devenir maire de Paris. Si, l'enjeu est de créer un soutien au président de la République. Non, mon enjeu est de devenir maire de Paris, mais je ne le serai pas avec une droite extrême qui soutient Sens commun. Ça n'est pas la droite que je veux. Je ne peux pas m'allier avec une droite qui est soutenue par Jean-Marie Le Pen et par Marine Le Pen. Ça n'est pas non plus les valeurs que je soutiens. Et donc, je ne peux pas m'allier ni avec Madame Dati, ni avec Madame Hidalgo, parce que ce ne sont pas aujourd'hui mes valeurs. Quand Mme Hidalgo s'allie avec Yann Brossat, par exemple, communiste, qui soutient les manifestations indigénistes, communautaristes, en allant manifester le 10 novembre dernier contre l'islamophobie, avec une manifestation qui clairement remettait en cause les lois sur la laïcité. C'est une majorité à laquelle je ne peux pas m'allier. De la même façon, je ne peux pas m'allier avec Mme Rachida Dati, parce qu'elle a pris des positions sur le mariage pour tous, sur la PMA, sur l'homophobie, qui sont incompatibles aujourd'hui avec le positionnement que j'ai en tant qu'ancienne ministre des Solidarités. Vous êtes rattrapée en termes de temps de parole, ça tombe bien. J'ai envie de vous entendre là-dessus, Rachida Dati. La barque est chargée, quand même. Alors, Madame Buzyn a bien appris sa leçon. On a eu la même chose il y a 8 jours. Je vais vous dire. On est à 48 heures d'une élection majeure. Moi, j'ai un ancrage politique, j'ai un ancrage local. J'appartiens à la droite républicaine. Mais vous savez, je ne suis pas la candidate d'un clan ou la candidate d'un camp. Moi, je ne suis pas là pour être... Je ne crois pas que M. Macron soit candidat à la mairie de Paris. Je ne crois pas que M. Édouard Philippe soit candidat à la mairie de Paris. Même si tous les candidats de la République En Marche ont escamoté Mme Buzyn pour mettre M. Macron et M. Philippe. Je crois que M. Macron, le président de la République, avec lequel j'ai eu des échanges, il est plutôt sur mes positions. J'ai un parcours républicain. J'appartiens à une droite. Il est sur vos positions, le président de la République. On a parlé de notre programme et de notre vision de Paris. J'ai un parcours républicain. Il n'a pas sa photo sur votre... Ah ben non, heureusement. Quand même, hein. Heureusement. Moi, vous savez, j'ai pas besoin d'un chaperon pour faire de la politique. J'ai un ancrage local. J'ai été réélue au premier tour dans le 7e arrondissement. Quand j'entends ce qui vient d'être dit, quelle injure aux 23% qui nous ont fait confiance au premier tour. Je vais bien au-delà de ma famille politique et de mon camp politique. J'ai réussi à rassembler, à fédérer. Certains avaient dit, pas de réserve de voix. Nous avons progressé de plus de 10% en l'espace entre le premier et le deuxième tour. Je vais vous dire ce que j'ai appris de cette campagne. Je vais vous dire, cette campagne, elle m'a confortée dans l'amour de la politique, dans l'amour de l'action. Oui. Moi, je vais vous dire, et dans ma conception de maire. Le maire... Non, mais juste après, je vais terminer, je dirai plus rien. Non, je ne veux pas vous interrompre, je voudrais vous relancer parce que c'était sur votre plateau, Apolline, je crois, dimanche dernier. Christian Jacob, le patron des Républicains, a dit que vous avez été le cœur battant de cette campagne des municipales. Parce que Rachida Dati, est-ce que vous voyez plus loin ? Est-ce que vous vous dites que vous avez peut-être un rôle à jouer en France dans les mois qui viennent et jusqu'en 2022 ? Je veux vous dire, avec toutes les fractures qui se passent, quand je vois Dijon, quand je vois Nice, quand je vois Montpellier, quand je vois Lyon, quand je vois Paris, quand je vois la banlieue, mais ça n'est pas la République. Ça, c'est la République de Mme Buzyn, c'est pas la mienne. Moi, je suis pour la République, pour les valeurs républicaines. C'est ce qui a fait ma force. C'est ce qui a fait, effectivement... Donc oui, vous voyez un rôle ? Donc oui. Mais moi, je voudrais être maire de Paris. Et je fais confiance aux électeurs parisiens. Pourquoi ? Parce que le changement, il est à portée de bulletin de vote. Je comprends l'exaspération. Je comprends l'écœurement des Parisiens. Mais je leur dis, je vous en supplie, que ça vous motive pour aller voter ces 10 minutes de votre temps pour 6 ans de changement à Paris. Je vais vous dire, parce qu'avec moi, ils ne peuvent pas douter.
ma détermination, Alors, une dernière. de tenir mes engagements. J'ai jamais trahi. J'ai jamais trahi ni mes valeurs, ni ma famille politique. Pourquoi? C'est comme ça que je tiendrai mes engagements. J'appelle les Parisiens qui veulent le changement à voter utile en votant pour nos listes dans tous les arrondissements dimanche prochain. Votre message, je crois, est passé. Madame Hidalgo, Anne Hidalgo, est-ce que vous ne croyez pas, pour plus de transparence, de visibilité, de simplicité aussi, qu'il est temps de moderniser le mode de scrutin à Paris? Parce qu'au fond, ce qui rend cette alternance quasiment impossible, c'est ce système de vote avec des arrondissements dans lesquels vous êtes tellement installés qu'on se dit que vous en êtes indétrônable. Est-ce qu'il n'est pas temps, là, maintenant, de simplifier? Non, mais dire aussi le nombre. Non, Rachida, s'il vous plaît. Mais dites le nombre de votants. Non, laissez-le poser sa question. Le nombre qui s'adresse à Madame Hidalgo, par ailleurs, Madame Dati. Alors, Madame la maire. D'abord, c'est une élection municipale. Le sujet n'est pas d'être le candidat de tel ou tel, c'est d'être le candidat qui ensuite sera maire de Paris. C'est-à-dire qui n'aura pour principale ambition, responsabilité, mission de représenter les Parisiens, de parler en leur nom, de porter leurs aspirations, d'essayer, oui, dans une ville qui est très diverse, de réunir des points de vue et de tracer un chemin. Le chemin que je veux tracer, c'est l'écologie et la solidarité. D'ailleurs, vous avez dit dans le Parisien que vous ne seriez pas candidate à la présidentielle. Absolument. Appuyer sur l'innovation. Et je pense que pour être maire de Paris, et j'ai eu l'immense honneur de pouvoir exercer ces 6 dernières années, il faut être solide, il faut être indépendant. Parce que si vous êtes là pour d'autres intérêts que ceux des Parisiens, vous ne faites pas bien le boulot. Et le travail est difficile dans une ville comme la nôtre. Alors le mode de scrutin, j'entends souvent cette question, et c'est vrai que si le mode de scrutin était différent, c'est-à-dire si Paris était une circonscription unique, sans doute, la majorité qui a été la mienne en 2014, et peut-être, si je regarde un certain nombre d'indications, peut-être que j'aurais sans doute une majorité beaucoup plus solide, beaucoup plus forte en nombre de conseillers de Paris, parce que, effectivement, le mode de scrutin actuel fait qu'on passe par l'arrondissement, que ce qui existe dans toutes les communes de France, à savoir la prime majoritaire pour la liste arrivant en tête, elle se fait à l'échelle de l'arrondissement et elle ne se fait pas à l'échelle parisienne. Ce qui fait un écart pour la liste majoritaire parisienne, qui est un écart non négligeable en termes de voix. Mais pourquoi je suis plutôt attachée... Moi j'ai compris, parce que... Oui, moi j'ai compris, mais je suis plutôt attachée... Est-ce que nos concitoyens y voient clair, Madame Hidalgo? Je suis attachée à ce mode de scrutin, même s'il est moins favorable à la majorité sortante. Je suis attachée à cela parce que ça passe par les arrondissements et que je pense que la proximité, le fait que le maire d'arrondissement soit un responsable politique reconnu, connu par les électeurs pour lequel il vote, que le passage par l'arrondissement est une garantie de démocratie supplémentaire parce que c'est la proximité. Et au moment où on est en train de faire la métropole, au moment où on conforte aussi Paris, qui a un rôle très très important dans l'économie du pays, mais vous reconnaissez quand même que vous avez reculé entre 2014 et aujourd'hui. Qu'il y ait de la proximité, et c'est ce qu'apporte notamment ce sort. David Doucan, même si les moins favorables. Agnès Buzyn qui a un large retard. Mais je rebondis sur cette question des arrondissements. On va parler du 5e arrondissement. Alors là, pardon, moi j'ai pas compris. Florence Berthoud a été avec En Marche depuis le début. Et là, elle a fait une fusion de liste avec LR. Pour qui elle va voter quand elle sera... Une fusion. Une alliance. Pour qui Madame Berthoud, dans le 5e, si elle est élue, si elle devient conseillère de Paris, elle vote pour qui? Elle vote pour moi. Ah bon? Et l'électeur LR qui vote pour elle dimanche, ils le savent, elle vote pour moi. Et qui voudrait voir Madame Dati à la mairie, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est la tête de liste de la majorité présidentielle. Elle a eu sur sa liste des gens qui sont venus de la liste LR et qui l'ont rejointe sur son projet. Elle reste la tête de liste de la majorité présidentielle. Mais Madame Buzyn, elle est toujours dans un rêve. Je voudrais rajouter quelque chose, Madame Dati. Là, c'est un match de ping-pong. J'ai un tout petit temps de parole qui me reste. Je tiens à dire aux Parisiennes et aux Parisiennes qui nous écoutent aujourd'hui que nous avons ici 2 candidates qui, contrairement à ce qu'elles disent, sont bien des candidates d'un clan et notamment qui veulent apparaître comme rassemblant les oppositions au président de la République et au gouvernement. Donc je tiens à dire que le programme que je propose est un programme de rassemblement sur un projet d'équilibre qui parle à tous les Parisiennes et
tous les Parisiens. Ça ne sera pas un programme 100% vélo, 100% voiture, un programme 100% bobo, un programme 100% personnes âgées ou 100% famille. C'est un programme qui parle à tout le monde, à 100% des Parisiennes et des Parisiens. Je ne traite pas un public particulier. Je tiens à faire attention à chacun d'entre vous, parce que je tiens à cette ville, je tiens à son rayonnement économique, à son rayonnement culturel. Et aujourd'hui, telle que la ville est en train d'évoluer, si elle évolue encore dans les 6 ans qui viennent telle qu'elle est, elle va se vider de ses forces vives, se vider de ses familles, se vider de ses enfants. Et elle va devenir un enfer pour ceux qui continuent d'y habiter et qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à y travailler. Donc, je propose aux Parisiens un programme équilibré de rassemblement. Merci beaucoup. Merci David Doucan. Merci à chacune d'entre vous, Agnès Buzyn, Anne Hidalgo, Rachida Dati. Espérons aussi que ce débat aura participé à mobiliser les troupes, parce que l'un des enjeux aussi, c'est d'aller voter. Lors du premier tour, qui était il y a bien longtemps maintenant, il y avait eu 57,69% d'abstention à Paris, une abstention record. Allez voter dimanche. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci beaucoup.